une caricature de la petite ferme familiale avec des bébés animaux dans les bras, des fourches, des salopettes, une petite ferme, la panoplie complète du déni français, quoi. Ils se sont tous réunis ensemble alors qu'ils étaient très concurrents et ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on réagit? Si on ne mobilisait pas tout le temps ces imaginaires du 19e siècle ou du début du 20e, on ne pourrait pas justifier comme ça nos systèmes, le modèle agricole dominant actuel, en fait. 1 milliard d'animaux sont tués chaque année en France. Et pourtant, nous continuons à croire au mythe de la petite ferme familiale. Comment expliquer ce déni collectif? Caroline Dussin, réalisatrice du documentaire L'usine des animaux qui a été diffusé sur Arte, démonte notre illusion nationale. Elle révèle comment l'industrie exploite notre nostalgie pour masquer la réalité de l'élevage intensif. C'est la vache qui cache la forêt. Vous allez voir, elle est vraiment passionnante. Alors bonjour Caroline Dussin, on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur D'un monde à l'autre. Donc c'est une playlist, on va dire, d'interviews sur la chaîne de L214. Vous avez réalisé un documentaire mais vraiment bouleversant qui s'appelle L'usine des animaux, qui a été diffusé sur Arte. Et vous venez d'écrire un livre qui est le prolongement en quelque sorte de ce documentaire, qui s'appelle Un déni français. On va y revenir bien sûr au cours de cette interview. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc en quelques mots, oui, je m'appelle Caroline Dussin, je suis autrice et réalisatrice de documentaires. Je travaille pour Nova Productions. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé, dans un premier temps, alors pour l'usine des animaux, à vous intéresser au modèle industriel de l'élevage, de l'alimentation et à la question des animaux, puisque c'est quand même au cœur du documentaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler? Parce que vous avez passé quand même 2 ans, je crois, de travail en moins. On peine même à imaginer que ce soit si peu de temps pour faire un travail aussi poussé. Et voilà, parce que c'est un tour international en plus. Voilà. Ouais. Bah, sur l'usine des animaux, c'était vraiment pour le coup une... Alors je crois que j'y suis arrivée étonnamment pas par la question animale, mais par la question du réchauffement climatique. En réalité, j'ai eu une prise de conscience, comme beaucoup de gens, autour de 2018, 2019, les rapports du GIEC, les températures qui augmentaient. J'ai commencé à comprendre que l'humain avait une utilisation en fait, des ressources naturelles, des forêts, des océans, de manière très industrielle, très destructrice. Donc j'ai commencé à avoir cette réflexion. Et le déclic qui m'a lancé pour l'usine des animaux, c'est un jour, il y a une du Monde qui écrit 1 milliard d'animaux tués par an en France. Et je me rappelle très bien, je vois cette une du Monde et je me dis, tiens, ils ont fait une coquille. C'est quand même très étrange qu'un journal aussi sérieux que Le Monde se trompe. Donc je lis l'article et là, je vois donc 3 millions d'animaux tués par jour en France, 1 milliard. Et ça, je me rappelle, ça a été vraiment mon déclic où je me suis dit, waouh, on a quand même un problème profond, systémique, à dimension extrêmement importante. Et c'est vraiment la conjonction de cette prise de conscience climatique au sens de l'utilisation de tout notre univers terrestre comme matière première et la conjonction avec le fait qu'on faisait la même chose aux animaux, qu'on utilisait donc des êtres vivants comme des ressources, comme des matières premières dans des industries qui avaient des tailles absolument sensationnelles. C'est ces 2 idées-là parallèles qui m'ont poussé à travailler sur l'élevage industriel. Parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'on soit dans des systèmes aussi immenses et surtout des systèmes qui utilisent le vivant et le détruisent pour des questions de consommation pure, quoi. Donc c'est ce qui m'a lancé vers l'usine des animaux, qui était un doc qui était diffusé sur Arte, qui est encore visible aujourd'hui sur YouTube, et qui effectivement était une enquête globale. J'ai essayé vraiment d'aller au fondement du système industriel, d'aller chercher les racines historiques, les racines philosophiques, les racines économiques de tout ce système. Il faut absolument aller voir ce documentaire. Et vous expliquez justement dans le livre que 2 semaines avant la diffusion du documentaire, vous voyez Édouard Bergeon sur C'est à vous. Et j'ai retrouvé l'extrait, donc on va pouvoir le montrer, qui dit ça. De moins en moins, et j'entends souvent certains, les élevages grossissent, l'élevage intensif. C'est quoi l'élevage intensif déjà? En France, on a des fermes familiales. On n'est pas en Hollande, on n'est pas en Argentine. En France, les vaches, vous savez ce qu'elles mangent? De l'herbe. Et l'herbe, là, c'est pas une ferme bio. Mais en fait, si c'est bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Et puis même si on devait en mettre un petit peu par moment, c'est comme quand on a besoin d'antibiotiques, c'est pas grave. Mais redites-le parce que c'est très important. Non, ça. Il n'y a pas de ferme-usine en France, et s'il y en a, c'est marginal. C'est ça. Alors peut-être qu'il y a eu les, il y a eu le port. Temps dans le débat, il y a eu le port en Bretagne et tout ça, c'est fini. Je parlais de massification. Maintenant, on va faire du cousu humain. Et je voulais juste redire. Du cousu humain.
Alors, il n'y a pas d'élevage industriel en France. Il y a un nombre de phrases là-dedans qui sont caractéristiques d'un déni. Oui. Le cochon en Bretagne, c'est fini. Alors que si on est en expansion, les vaches, elles mangent de l'herbe. Bon, passons, elles mangent un peu d'herbe, mais on sait bien qu'aujourd'hui, l'élevage bovin mange énormément de tourteaux de soja, d'oléagineux, etc. Le côté, tout simplement la phrase, il n'y a pas de ferme-usine en France, répétez-le, dit Patrick Cohen, c'est Epsilon. C'était justement, effectivement, 2 semaines avant la sortie de mon talk, je me suis dit, mais c'est complètement sidérant, en fait, que dans un discours aussi grand public, sans aucune contradiction de la part d'un journaliste qui est pourtant plutôt un fact-checker sérieux, etc., qu'on dise autant de contre-vérités et surtout qu'on ait recours à autant de phrases mythiques. La petite ferme familiale. Alors la petite ferme familiale française, c'est un personnage à part entière, en fait, de nos imaginaires. Et ça, voilà. Et ça a été très caractéristique de ce qui s'est passé après la diffusion de mon documentaire, puisque donc l'usine des animaux sort, et c'est pas mal regardé, etc. Et sur l'usine des animaux, il se trouve que j'ai énormément tourné dans le monde entier. Ouais. J'ai tourné aux États-Unis, j'ai tourné dans un abattoir aux États-Unis, j'ai tourné dans des élevages laitiers où il y a des milliers de petits veaux dans des boîtes en plastique. J'ai tourné au Vietnam où j'ai passé 4 jours dans un élevage de porc. J'ai tourné en Pologne, j'ai tourné en Allemagne, j'ai tourné absolument partout. En Pologne sur les poulets. En Pologne sur des usines de poulets, mais à la fois démentielles, mais à la fois qui sont exactement les mêmes usines qu'en France. Et donc, il y a cette histoire avec Édouard Bergeon. Et le film est diffusé. Bon, il y a un gros succès d'estime, de presse, il est sélectionné dans les festivals. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est les réactions du grand public. C'est-à-dire que les gens viennent me voir ou m'écrivent sur Facebook pour me dire incroyable film, ils sont complètement tarés ces Américains. On a un problème en Chine avec les usines, les immeubles à cochons, parce que j'avais mis des images des immeubles à cochons pour montrer comment l'élevage intensif s'exportait en Asie et se développait. Et il y a tout un discours qui se met en place pour dire heureusement qu'on n'a pas ça en France, heureusement qu'en France, et avec 5 à 6 phrases clés qui reviennent systématiquement, qui est en France, on a des petites fermes familiales, je me fournis chez mon petit boucher du coin. Alors, le petit boucher du coin, c'est vraiment le cousin de la petite ferme familiale. Il est tout le temps là. Je me fournis chez des producteurs locaux. Bon, voilà. Et heureusement qu'on n'a pas ce modèle-là en France. Et il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos pour me dire heureusement que, voilà, vous avez vu, là, en France, nous, on a des petites fermes, etc. Et donc là, ça m'a vraiment interrogée sur, et donné envie de faire ce livre sur, mais comment est-ce qu'on peut être dans un déni aussi global, dans un imaginaire aussi fixé sur le fait qu'il y ait une exception française. Il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait une exception française, puisqu'on est un pays développé, industrialisé, et qu'on s'est industrialisé exactement au même rythme que tous nos petits voisins, que ce soit l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre ou les États-Unis. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait cette spécificité ? Est-ce qu'il n'y a pas justement dans le documentaire justement le fait d'avoir montré ces veaux aux États-Unis, donc sur des élevages qui sont quand même beaucoup plus grands que ce qu'on peut trouver en France. Alors pour les élevages de poulets en Pologne, c'est moins sûr, hein, parce que je pense qu'on a des élevages de la même taille. Oui, alors il y a eu 2 choses. Pas d'image en France. Quoi. Voilà, il y a eu la première chose qui était vraiment, c'est-à-dire qui a eu un effet pervers terrible, c'est qu'effectivement en France, je n'ai pas réussi à tourner dans des élevages industriels. À partir du moment où j'annonçais le sujet, en plus, le documentaire, au début, son titre initial s'appelait « La fabrique de la souffrance animale ». C'était vraiment pour décortiquer comment on en était arrivé à faire des usines, à tuer des animaux. Donc, autant dire que quand j'arrivais et que je disais « Bon, ben voilà, on est un film qui va réfléchir sur la fabrique, la production de la souffrance animale, etc. » C'était encore plus compliqué, mais de toutes les façons, c'est extrêmement compliqué de tourner dans un élevage industriel français, voire complètement impossible. Et du coup, cette absence de tournage en France a conduit au résultat complètement opposé, puisque du coup, on m'a dit, du coup, je n'ai pas ces images-là, quoi. Ouf, voilà, ça, ouf, on est sauvé, on n'a pas ça en France. Et c'est pas le cas aux États-Unis, en Pologne. Alors qu'aux États-Unis, parce que c'était quelqu'un d'un Français, une Française qui vient faire un documentaire ou non, je pense qu'aux États-Unis, pour le coup, on peut tourner, les Américains peuvent tourner. En fait, dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis et en Asie aujourd'hui, c'est un marqueur de progrès, c'est un marqueur de modernité. C'est un business comme les autres. D'ailleurs, les interviews qu'on fait, on voit bien. À un moment, j'interviewe cet éleveur de veaux là, enfin éleveur. Le mot est, producteur en fait laitier, qui a vraiment des dizaines de milliers de petits veaux isolés dans des boîtes en plastique. Extrêmement fier. Et qui est très fier, très content. Et quand je lui dis, mais est-ce que vous pensez que les animaux ont des émotions ? Le pauvre, il est même pas. Il dit, mais il ne comprend pas du tout la question. Il dit, j'aimerais vous répondre, mais je ne sais pas, en fait, je me rappelle plus si je ne sais pas de quoi vous parlez ou je ne sais pas quoi vous dire, mais il ne s'est jamais posé cette question. Il est très fier de son modèle, de son efficacité. Justement, c'est des termes qui reviennent beaucoup, la productivité, l'efficacité. Donc, pour le coup, on montre sans aucun complexe. En Allemagne, par exemple, on a essayé de me montrer des modèles un peu plus vertueux, mais on accepte complètement l'idée qu'on est dans un modèle industriel. Et du coup, à la limite, au moins, on peut avoir un débat qui se base sur les faits et au moins, on peut discuter de comment soit réformer, comment sortir, soit comment accélérer si on veut, mais au moins, on parle des faits. Et c'est vrai qu'en France, le fait qu'on n'ait pas pu tourner,
ça a introduit des malentendus. Et après, c'est ça qui est intéressant dans cette idée de travailler sur le déni, c'est qu'évidemment, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Par exemple, oui, on n'a pas d'élevage industriel au sens où on n'a pas d'élevage gigantesque. On n'a pas de ferme à cochons de 26 étages et on n'a pas de ferme de 40 000 vaches comme il peut y avoir aux États-Unis. C'est essentiellement pour des questions d'espace. C'est-à-dire qu'en vrai, si vous voyez un immeuble de cochons de 26 étages en Chine, en Bretagne, ils vont être étalés. C'est des plus petits, mais au final, à l'intérieur, il n'y a rien qui ressemble plus à un élevage de cochons qu'un autre élevage de cochons. Quand on est dans une salle, on ne peut pas savoir si on est en Chine. C'est impossible. Ça, pour le coup, pour avoir beaucoup voyagé, vous ne pouvez pas différencier l'intérieur d'un élevage vietnamien, d'un élevage polonais, d'un élevage français. Pour le coup, sans caméra, je suis rentrée dans des élevages industriels français beaucoup, parce que j'allais discuter avec des éleveurs. Et c'est incroyable à quel point c'est identique. Il y a une uniformité des pratiques industrielles, mais comme sur absolument tous les produits. Une usine de voiture ressemble à une usine de voiture en Allemagne ou en Asie, et c'est exactement pareil sur l'élevage des animaux dans le monde. Et donc, oui, on n'a pas et il joue beaucoup sur le mot les politiques là-dessus, c'est-à-dire on n'a pas d'élevage industriel au sens où on n'a pas des espaces dingues comme le Texas ou la Chine, etc. En revanche, on peut faire de l'intensif sur de tout petits cheptels. On peut avoir des pratiques intensives sur un élevage de 300 porcs, ce qui est estimé comme un petit élevage. Mais en réalité, les pratiques, c'est les mêmes. Alors, et encore, petit cheptel, on a et encore, et voilà, des dizaines de milliers. Et après, il y a cette question qui est très importante et dont je parle beaucoup dans le livre et sur laquelle vous vous êtes revenu aussi beaucoup, qui est la fameuse vache qui cache la forêt. La vache qui cache la forêt, c'est quelque chose de super important en France parce que, pour le coup, c'est quelque chose, quand on prend le train, quand on se déplace en voiture, en France, on voit des vaches en extérieur, c'est la vérité. On voit des petits troupeaux, d'ailleurs, plutôt de vaches à viande, et qui sont dans les prés. Et donc, ça nous renvoie à une image très rassurante de, c'est des petits cheptels, donc leurs éleveurs doivent être plutôt heureux, et ces vaches sont en extérieur, donc ça va. Mais ce qui est incroyable, et c'est ce que Romain Espinosa, un chercheur, m'avait fait comprendre, c'est que, et ce qu'il explique dans le livre, c'est que, normalement, le fait de voir ces petits cheptels de bovins devrait nous amener à une question qui est, où sont les autres Voilà. Et au contraire de ça, ça nous rassure et ça nous permet de nous dire un peu par syllogisme, si ces modes d'élevage vont bien, et puis c'est la France éternelle, c'est la France de nos grands-parents, donc tout va bien. Alors que l'élevage bovin, déjà, il est spécifique, on y reviendra j'imagine, mais il est surtout extrêmement minoritaire. Le nombre de bovins tués par jour en France, je crois que c'est 0,5% des animaux, de l'ensemble des animaux. C'est 0,5% des 3 millions d'animaux tués par jour. Il y a cette idée avec ces élevages de bovins qu'on voit en extérieur qui introduisent des biais assez forts, on le voit en réalité dans l'opinion publique, qui est que si je vois des vaches en extérieur, c'est cool, ça veut dire que la plupart des animaux sont en extérieur, alors qu'en réalité, ils devraient nous alerter sur le fait de, tiens, pourquoi depuis ma naissance, parce qu'aucun Français ne pourra vous dire depuis sa naissance, je n'ai jamais vu un porc en extérieur, ou je n'ai jamais vu un poulet en extérieur. Et il y a même deux choses que vous expliquez dans le livre. C'est ces vaches qu'on voit dans les prés n'ont pas forcément une vie magnifique. Voilà, alors déjà, en plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans le déni français, c'est qu'évidemment, ça serait trop simple si c'était juste quelqu'un qui ment et puis tout le monde... Non, il y a beaucoup de petites choses qui se mettent en place. Et donc, ce déni, par exemple, sur les vaches, déjà, il nous introduit sur une fausse piste parce que c'est des petits cheptels, effectivement, mais déjà, ça concerne essentiellement quand même les élevages bovins à viande, parce que, pour faire de la viande, il faut mieux qu'elle marche un tout petit peu. Les vaches laitières, elles, sont quand même de plus en plus enfermées en stabulation toute la journée. Avec la méthanisation, c'est un mouvement qui s'accélère. Mais effectivement, il y a ces petits cheptels bovins, donc on les voit et on se dit, c'est à taille humaine, c'est petit, mais on ne voit pas, certes, elles ne sont pas hors sol, mais enfin, ça reste un élevage industriel aussi. On peut le faire, un élevage industriel sur de tout petits cheptels bovins, dans la mesure où, par exemple, ne serait-ce que par la sélection génétique, les prix Holstein, qui sont l'essentiel des vaches laitières en France, en tout cas 80% du lait qu'on boit vient de prix Holstein, qui sont des vaches sélectionnées génétiquement et qui sont des vaches qui souffrent de leur propre corps, qui sont des vaches qui sont des formulins du lait, qui peuvent faire 35 à 40 litres de lait par jour, là où une vache allaitante normale en fait 4 à 5 pour son veau, et qui, du coup, a des qui sont beaucoup trop gros, qui développent des mammites, qui développent des boiteries, qui ont des problèmes d'infertilité, qu'on envoie à l'abattoir au bout de 5 ou 6 ans. C'est des souffrances qu'on ne voit pas forcément, donc la génétique, alors même ces vaches qui sont dans les prés... Oui, donc de toutes les façons, en plus, sur cette idée que ça reste de l'élevage intensif, même si pour le coup c'est un élevage qui ne se fait pas en bâtiment, en tout cas pour les vaches à viande essentiellement, oui, de toutes les façons, c'est des vaches qui sont marquées par la spécialisation de l'élevage, justement, puisqu'on a spécialisé en fait les animaux en fonction de leur apport, c'est-à-dire que les vaches
à viande font de la viande, les vaches à lait font du lait. C'est pas Les mêmes, Prime-Holstein, voilà, c'est pas les mêmes souches. Il y en a très peu, du coup, il y a une uniformité génétique très forte, parce qu'il y a aussi ça parmi les nombreux mythes du déni français, de la petite ferme familiale. Il y a aussi, ah oui, mais ces animaux magnifiques, qui sont nos animaux de l'histoire, et est-ce qu'on peut... Non, aujourd'hui, il y a 3 à 4 races dominantes. Il y a une uniformité génétique globale, et les vaches de l'enfance de nos grands-parents, parce que ça commence à remonter à loin, les blondes d'Aquitaine, les maraîchines, etc. Il n'y en a plus. Tout a été vraiment spécialisé au profit d'un poulet qui fait de la viande beaucoup, des cochons qui sont des large white, qui sont des gros cochons blancs et qui grossissent très vite, des Holstein pour les vaches à lait, et qui sont des animaux qui sont marqués par l'élevage industriel dans leur propre corps, qui sont devenus des machines à produire en fait. Donc l'expression la vache qui cache la forêt, voilà, prend tout son sens dans plein de dimensions différentes. Voilà. Effectivement, on a ce qu'on voit, parce que quand on pense souffrance animale, on pense notamment enfermement, ça c'est sûr, ne pas pouvoir exprimer les comportements naturels, le fait d'entasser plusieurs animaux, mais on a aussi la souffrance qui est liée à la génétique. On sait que les poulets de chair ont du mal juste à se déplacer pour aller à la mangeoire, voilà, et tous ces problèmes-là, on les retrouve dans l'élevage porcin, dans l'élevage bovin, donc, même ces vaches dans les prés, qui ont souvent la queue coupée d'ailleurs aussi, parce qui n'ont pas de d'hygiène, cornes non plus d'ailleurs. Qui n'ont pas de cornes, etc. Donc, oui, même ça, si on regarde dans les détails, ces vaches-là ne sont pas forcément non plus... C'est des petites images d'Épinal qui correspondent un peu plus à l'envie qu'on a d'avoir des fermes qui correspondent à nos histoires familiales parfois, mais même ces vaches-là posent question sur les pratiques industrielles qui sont exercées sur elles. Vous dites justement que ce décalage entre la réalité et la perception de l'élevage, c'est un déni qui a quelque chose de très profond, qui touche à quelque chose de très profond en nous. Oui. Ce qui est fou, c'est que, en fait, tout ça, c'est quand même des retours d'expérience après le doc, mais c'est aussi qu'on sent que c'est très difficile d'en parler. Il y a quelque chose de très viscéral, très profond dans les discussions, en fait, quand on commence à remettre en cause le fait que, non, justement, il n'y a pas d'exception française et que ces petites fermes familiales, ces petits modèles, les petites fermes avec des fermières affichues, etc., n'existent pas. On sent que ça répond à quelque chose de très profond, comme si quelque chose de notre histoire, en fait, comme si c'était quelque chose qui revenait à des milliers d'années, comme si on disait, non, mais tu ne peux pas toucher à quelque chose que... Alors qu'en fait, ce mode d'élevage, ces pratiques industrielles, ces pratiques intensives, elles sont extrêmement récentes. Donc c'est très étonnant de ne pas pouvoir les questionner, parce qu'en réalité, c'est des pratiques qui remontent vraiment aux années 70. C'est-à-dire il y a une première étape d'industrialisation de l'agriculture qui est plus sur les céréales, sur les légumes, sur les tracteurs, les engrais, les pesticides, qui d'ailleurs posent question par ailleurs. Mais voilà, et l'industrialisation de l'élevage arrive dans un deuxième temps. Mais donc, c'est récent. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait toucher comme ça à nos cordes et à nos fibres identitaires de manière aussi dingue, puisque en réalité, voilà, c'est quelque chose qui est récent. Donc, si c'est récent, ça veut dire qu'on peut le changer rapidement. En réalité, ça devrait être quelque chose qui devrait poser... Il y a une certaine solidarité peut-être avec le monde paysan. On a tous des grands-parents à la campagne, etc. Mais tout ça participe d'un grand déni. Et après, si on veut creuser sur à quoi ça remonte, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, depuis le 19e siècle, c'est quelque chose qui a été très investi. Le paysan français, il est extrêmement investi. Moi, pour le coup, c'est un peu en dehors de la question animale, mais j'ai parlé à une chercheuse qui s'appelle Alix Rico et qui m'expliquait qu'en réalité, au 19e siècle, les politiques ont commencé à beaucoup investir la paysannerie, alors qu'avant, les paysans, on avait beaucoup de mépris pour les paysans, puis en plus, c'était les jacqueries, donc bon, les révoltes paysannes, on n'aimait pas. Et puis tout d'un coup, il y a l'émergence, au moment justement de l'industrialisation de la France, de la classe ouvrière. Et là, les ouvriers, ils s'organisent et puis commencent à représenter un danger pour la Troisième République qui naît. Et tout d'un coup, ils se disent, oui, mais les paysans, au moins, l'idée de propriété, l'idée de capital, l'idée d'épargne, c'est des choses qui leur parlent. Et donc, il y a un grand basculement, en fait, des politiques de la Troisième République vers la paysannerie. Et là, on leur fait un ministère qui leur est propre, ce qui est extrêmement... Il n'y en a pas d'autre, en fait, en France. Le ministère de l'Agriculture, il est absolument unique, à part peut-être l'Éducation nationale, mais l'Éducation nationale, c'est quand même beaucoup plus de profs que d'agriculteurs et 12 millions de gamins à éduquer, donc c'est pas rien. Et puis, il y a tout d'un coup les politiques qui commencent à vraiment adresser un discours très spécifique à leur paysannerie. Et ça, on le sent beaucoup encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de récit, encore une fois, de la France. Je crois que est-ce que c'est Gabriel Attal, pour le coup, il faudrait vérifier, qui dit, dans le mot paysan, il y a le mot pays. Et donc, l'amour qu'on porte pour nos paysans, c'est l'amour qu'on porte pour notre pays. Et il y a une espèce de schéma très patriotique qui se met en place aujourd'hui, avec, encore une fois, une paysannerie qui reste complètement fantasmée, puisque c'est plus du tout à elle qu'on s'adresse. Mais moi, ce que j'ai découvert aussi, en tout cas, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en réalité, ce qui est incroyablement paradoxal dans toute cette histoire de déni, c'est qu'en réalité, ceux qui font revivre ce mythe de la paysannerie sont ceux
qui l'ont éteint. C'est-à-dire que c'est Exactement. Et ils ont besoin de ces images, de cette représentation, pour de vendre la nostalgie. leurs propres produits. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'élevage industriel qui met fin justement aux petites fermes, aux petites fermières, aux basses-cours, à la cohabitation, enfin, aux fermes justement non spécialisées, à la polyculture, etc. Et c'est eux qui, aujourd'hui, utilisent cet imaginaire pour vendre leurs produits, parce que de toutes les façons, on ne peut pas vendre un produit en montrant des images de ferme-usine. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, dans le mécanisme de déni, enfin, il y a plein de mécanismes pour entretenir ce déni. Il y a des choses extérieures qui viennent de l'industrie, puis il y a des choses plus internes. C'est ça, le problème. Mais en tout cas, dans un des mécanismes dont on peut parler aussi, on va revenir sur les autres, c'est la question du vocabulaire, de une sorte de novlangue. Je sais que nous, on a fait pas mal de choses sur le gavage, sur le foie gras. On ne parle pas de gavage, on parle d'alimentation contrôlée, progressive et contrôlée. Et on parle de réforme pour abattre les vaches. Il y a tout un vocabulaire qui s'est mis en place pour dire tuer, en fait. Une vache de réforme, c'est une vache laitière qui a vécu sa vie et qui va partir à l'abattoir. Qui n'est plus productive comme on voudrait, en tout cas. Et il y a effectivement tout un vocabulaire qui est le vocabulaire de l'industrie, en fait, qui est celui de l'usine, en fait. Et d'ailleurs, moi, un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir éleveur, vous faites un BTS de production animale. Et ça, c'est quand même très frappant, en fait, parce que comment on produit des animaux? En réalité, c'est des êtres vivants. Donc et ça, c'est tout ce vocabulaire-là qui est souvent, en plus, un vocabulaire aussi un peu de management, d'optimisation, avec des sigles, des mots anglais, etc. Et qui vise aussi à cacher, en fait, une réalité. Et oui, et comment on dit pour... pardon, vous n'auriez pas dû me dire que je pouvais regarder mon livre. Mais pour l'asphyxie, il y a un mot épouvantable. Le dépeuplement. Dépeuplement, voilà, c'est ça. Et on utilise le mot dépeuplement quand on doit en finir avec... le dépeuplement, c'est pour la grippe aviaire, par exemple, on va dépeupler. On est obligé de se débarrasser de tout son élevage. Ou alors euthanasie, qui est aussi normalement abréger les souffrances. Oui, alors que... tout à fait. Ou les soins, d'ailleurs. Les soins au porcelet, en général, c'est les mutilations. Quand on fait les soins au porcelet, on leur coupe on leur lime les dents pour éviter qu'ils s'agressent entre eux, puisque forcément la promiscuité les rend agressifs les uns avec les autres, et donc c'est ce qu'on appelle faire des soins au porcelet. Donc voilà, il y a tout ce langage qui contribue à minimiser en fait les actes qu'on exerce. Peut-être même le terme abattage pose question. C'est mise à mort d'animaux en fait. On abat des arbres. Voilà. Mais c'est un déni qui est global en fait. C'est un déni qui se situe absolument le premier. Et le plus visible, c'est sans doute celui de la publicité. On est aujourd'hui essentiellement des urbains, on n'a plus aucun contact avec les animaux. Donc, quelles sont les informations qu'on peut avoir à notre disposition pour les animaux, concernant les animaux? On a deux sources d'informations, les publicités qui sont profondément mensongères, qui sont toujours des mises en scène d'animaux dans de la paille, du bois, et en général, c'est un autre concept, mais ça fait partie quand même de l'histoire, mais des animaux heureux de mourir pour être mangés. La suicidal food. Voilà, le fameux suicide food. Le nombre de poulets qui font des chorégraphies, c'est quand même assez incroyable. Et ces poulets, en général, sont quand même toujours dans des espaces assez grands et avec du bois et de la paille. Et puis le salon de l'agriculture, qui est aussi un de nos grands vecteurs de mythologie agricole. Et voilà, et ça, c'est des informations, c'est les quelques rares informations qu'on peut avoir en tant qu'urbain qui sont aussi profondément mensongères. Cet argument des urbains, souvent on nous l'oppose, c'est-à-dire qu'on nous dit vous êtes des bobos parisiens. Ça, c'est l'insulte suprême, c'est-à-dire que vous ne connaissez rien à l'agriculture, à l'élevage, etc. Mais effectivement, 80% des Français vivent dans des zones urbaines. En fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on profite de cette ignorance. Totalement. Pour vendre une image, quoi. Oui, parce qu'au final, il y a quand même, finalement, si on devait se baser sur les seules personnes qui vivent avec les animaux, il y en a très peu maintenant, parce que, encore une fois, la population agricole, c'est 400 000 personnes aujourd'hui. Même les gens qui vivent en milieu rural ne connaissent pas ce que c'est qu'un bâtiment de Non, parce que de toutes les façons, il n'y a souvent. plus ce contact-là. De toutes les façons, ils sont coupés aujourd'hui, ils sont invisibilisés, ils sont derrière des murs de béton. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que si on voulait se donner la peine de regarder, on les voit, les bâtiments, quand même. Il y a quelque chose, c'est marrant, parce que pareil, il y a toutes ces mythologies, il y a les animaux, les belles bêtes de notre enfance, l'enfance de nos parents, de nos grands-parents. Il y a aussi cette idée des paysages. Alors, les paysans sont les gardiens de nos paysages, les éleveurs sont les gardiens de nos paysages, mais les paysages aujourd'hui de l'élevage industriel, c'est une uniformité totale. C'est des bâtiments qui sont faits en tôle, en béton, en acier, et qui sont absolument identiques en France. Il n'y a absolument plus aucun bâti local, il n'y a absolument aucune
forme de terroir, comme on dit, ou d'attractivité régionale, etc. Puisqu'il y a une incapable de dire totale. si on est en Bretagne, si on est Totale. en Auvergne. Si on, et si ça, on est en c'est Sud-Ouest. assez rigolo aussi sur cette idée de, c'est un autre mythe, parce qu'en fait, ils s'accumulent quand même les uns après les autres, même s'ils ont une vraie continuité, même s'ils sont très cohérents les uns avec les autres. Mais l'élevage gardien de nos paysages, non, nos paysages, on a perdu 70% de nos haies, et à la place, on a gagné des hangars, quoi. Et si on voulait bien regarder, quand on est en train, derrière les petits troupeaux de vaches qu'on voit qui sont tout mignons, et derrière la haie de conifères, et qu'est-ce que c'est que ce hangar-là? Oui, c'est quand même un pays de hangars. C'est ce qu'on appelle l'élevage hors sol. Et justement, on dit que c'est une rupture historique et anthropologique majeure que l'élevage hors sol. Oui, parce qu'en fait, la question, quand on travaille sur l'élevage intensif ou industriel, ce qui se pose très vite, notamment en France, c'est la question de la définition de l'élevage industriel. Comment est-ce qu'on le définit? Puisqu'en France, il n'y a pas de définition, en dehors des ICPE, là, qui sont les installations, les normes environnementales, mais dont les seuils changent tout le temps et sont de plus en plus... de moins en moins facile à respecter en dehors donc de cette question environnementale. Il n'y a pas de définition des fermes-usines en tant que telles. Il n'y a pas vraiment de définition même légale de ce que c'est que l'élevage intensif ou ce que c'est que l'élevage industriel. Donc pour le définir, il faut s'attacher à regarder un ensemble de pratiques et peut y avoir plusieurs définitions. Et c'est vrai qu'en réalité, même s'il n'est pas suffisant, puisque la sélection génétique montre qu'en réalité, il y a d'autres pratiques, mais c'est vrai que le hors-sol, c'est un marqueur très fort, puisque justement, par définition, en plus pour le coup, là, c'est un mot qui ne cache pas son jeu, quoi, puisqu'il dit qu'on peut produire de la nourriture hors sol. C'est-à-dire qu'on peut... des animaux qui sont en bâtiment, qui donc vont ça jamais veut à dire des l'extérieur. aliments qui sont, pour le coup, complètement privés d'un environnement qui correspond à leurs besoins. Par définition, un élevage hors sol, c'est à la fois un élevage où les animaux sont enfermés, donc dans le béton, l'acier, une lumière électrique, et ne sortiront que pour l'abattoir, mais c'est aussi, et c'est important, un élevage où du coup on doit amener de la nourriture, qui n'est plus produit à la ferme. Place, et c'est là que, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas raconté dans nos histoires, mais en réalité, l'agriculture aujourd'hui, elle s'est spécialisée. Et on a des régions qui sont spécialisées dans la viande et des régions qui sont spécialisées dans les céréales ou dans l'agriculture classique. Et ces deux agricultures-là n'ont plus aucun lien, quoi. Donc, il faut, pour nourrir ces animaux, acheter des aliments qui engraissent. Donc, ça va être des tourteaux de soja, des oléagineux, du maïs. Et ça pose d'autres problèmes environnementaux très importants. Si on revient sur un peu l'histoire de l'émergence de l'élevage industriel intensif, vous parlez dans le livre d'un déclic que vous avez eu en allant visiter un élevage de cochons au Vietnam. Oui. Quel rapport avec la France? Pourquoi ce déclic à cet endroit-là? Parce qu'au Vietnam, c'était vachement intéressant, parce que donc on va au Vietnam parce que souvent les gens nous disent oui, c'est quand même derrière nous, l'élevage industriel, ça a été une grande... Non, et en fait, en vrai, on est dans une période d'expansion hallucinante de l'élevage industriel à l'échelle mondiale, et notamment avec l'émergence des pays asiatiques qui n'y vont pas tout seuls, qui utilisent... Enfin voilà, les pays occidentaux ont vu le potentiel de marché incroyable des pays asiatiques qui ont pourtant une culture plutôt végétarienne. Bref, il y a une augmentation de la consommation de viande dans les pays asiatiques qui est incroyable. Et donc, pour l'usine des animaux, on décide d'aller, on essaie de rentrer en Chine, c'est pas possible. En plus, c'était à la sortie du Covid. Et on va au Vietnam, où pour le coup, on est accueillis à bras ouverts pour les mêmes raisons qu'aux États-Unis, parce qu'ils sont très, 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 très fiers. Alors vraiment, on a été accueillis, mais comme des rois. Et on va dans la plus grande usine de porc du Vietnam, qui est complètement fermée pour des questions de biosécurité, disent-ils. Et enfin, réellement, puisqu'il y a effectivement énormément de cochons qui sont enfermés. On doit passer 3-4 jours en quarantaine et puis après, on reste sur place. Et c'est au cours des entretiens que je fais avec les ouvriers et les ouvrières et la direction de l'usine que je me rends compte qu'il y a toujours le même discours qui revient, qui est vous me parlez de bien-être des animaux, mais nous, on est un pays qui a connu la guerre, on est un pays qui a connu la faim, on va avoir de la viande à tous les étages, on va avoir de la viande à tous les repas. Et c'est génial, et c'est un progrès incroyable. Et en fait, en gros, venez pas nous parler de problèmes de souffrance animale, puisque on a connu des années très dures. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est exactement le même discours qu'on a en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors attention, ce discours, il est véridique. C'est-à-dire qu'en réalité, pour le coup, la faim, c'est une expérience partagée en France. C'est pas pour le coup, on n'a pas inventé une mythologie des pénuries. Les adultes ont perdu entre 7 à 8 kilos, je crois, par personne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment, on a 10 ans de rationnement entre 39 et 49. Donc, il y a une expérience de la faim qui a été partagée, qui fait qu'effectivement, qui peut expliquer le fait que l'alimentation, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et la modernisation de l'agriculture est vécue comme vraiment un progrès
absolument extraordinaire. Ça, c'est la vérité. Et pour plein de raisons, c'est-à-dire à la fois pour le travail des éleveurs, pour des questions effectivement d'alimentation, pour la fameuse souveraineté alimentaire, etc. Et donc, c'est ce lien avec le Vietnam. Aujourd'hui dans les discours, on retrouve exactement. Qu'on retrouve aujourd'hui dans les discours, mais les choses ont changé, en fait. C'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'en réalité, toutes les questions, à la fois la question des pénuries, des enfants qui en ont besoin pour leur croissance, des carences. Aujourd'hui, c'est une phrase qui est très importante, je trouve, à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas en mauvaise santé à cause de leurs carences. Il n'y a aucune carence en France aujourd'hui. Les Français qui sont en mauvaise santé le sont à cause de leurs excès. Mais on continue à nous parler de « oui, mais les enfants à la cantine, il faut absolument qu'ils aient des protéines, il faut qu'ils aient… » Non, on n'est plus en 1945 ou en 1949 où il y a effectivement ces carences-là. Et on continue à utiliser ces vieux discours pour nous fournir une alimentation qui aujourd'hui n'est absolument plus prioritaire. Donc la Deuxième Guerre mondiale a été un facteur important, du coup, avec justement les restrictions pour le développement de l'élevage industriel, etc. Et on doit aussi parler de Edgar Pisani, justement, qui arrive justement après la Seconde Guerre mondiale et qui est un peu l'artisan justement de le grand modernisateur qui dit dans son discours je n'aime pas le mot petit, les petites fermes doivent disparaître. Alors là c'est marrant parce que là on est dans un vrai moment et on est vraiment dans un moment de vérité. Pour le coup eux ils se cachaient pas quand on voit les on discours. A un documentaire là sur les techniques de l'INRAE qui montre justement à quel point l'industrialisation. Mais c'est ça qui est marrant en plus, c'est qu'en réalité à l'époque justement on se raconte pas d'histoire. C'est-à-dire Pisani dit clairement c'est terminé les petites fermes et il dit clairement la Bretagne là hop ça va être une usine à viande et à lait. Et il n'y a pas de faux semblants, en fait. Et on est vraiment dans cette idée de grande fête du progrès et encore une fois, qui se comprend complètement et qui est légitime du point de vue de l'expérience très récente de la guerre. Mais pour moi, la clé en fait, de cette histoire de déni français, c'est que oui, l'industrialisation de l'agriculture et peut-être celle de l'élevage qui en continue ont pu, à un moment, présenter un progrès, ont pu. Pour les agriculteurs, les tracteurs, en réalité, c'est un travail qui est plus facile. Pour les femmes, évidemment, pouvoir vivre dans sa propre maison, pas vivre en famille. Toutes ces avancées qui ont été représentées à l'époque ont pu représenter quelque chose pour l'intérêt collectif. Mais la question, c'est de se dire, mais quand est-ce qu'on passe de l'intérêt collectif à l'intérêt seulement de quelques-uns ? Quand est-ce qu'on bascule ? C'est-à-dire que ce qui est un progrès à un moment pour des questions d'alimentation, pour des questions d'éleveurs, pour des questions de ce qu'on voudra, de souveraineté alimentaire si on veut, après tout, pourquoi pas ? Si on veut exporter, allons-y, exportons. Mais quand est-ce que tout d'un coup on bascule vers… on n'est plus tant au service de l'intérêt collectif qu'au service de quelques industries, quelques personnalités, quelques entreprises. Et moi, je pense qu'en fait, c'est là que se joue le problème. C'est-à-dire que oui, on a ce récit qui est au service d'un intérêt collectif, mais à un moment, il n'est plus au service d'un intérêt collectif. Et les externalités négatives, elles deviennent trop nombreuses. Bon, évidemment, pour les animaux, ça, de toute façon, ils n'ont jamais participé. Pour le coup, ça n'a jamais représenté un progrès. On va dire que l'élevage industriel a créé… Non, mais pour les éleveurs, pour les consommateurs, pour l'environnement… à partir du moment où c'est plus au service du groupe, pourquoi est-ce que l'État continue à appuyer ce modèle-là, quoi ? Et c'est là qu'on n'a pas pris ce tournant de non, là ça marche plus en fait. Et il y a un exemple, il y a un événement justement qui est pile poil là-dedans, qui montre exactement ça. Justement à partir de quand on passe sur un progrès pour les individus, les personnes, et à partir de quand il y a un rebond en fait qui fait qu'on va trop loin ou qu'on développe une productivité, ce qui fait que finalement on recrée d'autres mécanismes où les éleveurs sont obligés de faire des gestes répétitifs, sont obligés de vivre dans des bâtiments aussi, eux ils vivent aussi, ils passent leur temps aussi dans ces bâtiments fermés. Il y a la question du remembrement. Donc si on revient à Edgar Pisani, exactement la même chose. Au départ, le remembrement c'était pour faire passer des tracteurs, faciliter le travail des éleveurs. Et là, je crois que c'est Nicolas Legendre qui parle justement du remembrement comme un écocide sans mémoire, une guerre sans inventaire des pertes. Donc c'est une catastrophe, le remembrement, à la manière dont il s'est conduit. C'est incroyable. Moi, je trouve que le remembrement, effectivement, qui nous éloigne un peu de la question animale, mais qui pose exactement les mêmes questions systémiques de la modernisation de l'agriculture et du prix à payer pour ça. J'ai trouvé que c'était une histoire folle que Nicolas Legendre raconte très bien, et aussi Inès Léraud, qui avait beaucoup travaillé sur les algues vertes, qui a fait un travail passionnant et qui a sorti assez récemment un autre travail sur le remembrement et sur la mémoire du remembrement. Parce que le remembrement, c'est quelque chose qui a concerné 100% des territoires français. Je parle d'un site internet qui s'appelle Remonter le temps, qui est sur l'IGN, l'Institut géographique national ou quelque chose dans le genre. Vous pouvez aller dessus sur internet. Vous pouvez passer toutes les communes de France, tous les lieux où vous allez en vacances, et vous voyez, il y a les photos avant, les photos après, et vous passez avec un espèce de filtre qui vous montre. Et en fait, vous voyez que pareil, c'est une expérience commune, partagée absolument partout. Il n'y a pas de terroir là-dessus, il n'y a pas de Pays Basque versus… Le remembrement, c'est une révolution
aussi puissante sans doute que je pense la fin des mines, la décolonisation, enfin les révolutions féministes, etc. C'est-à-dire c'est une révolution profonde qui a concerné des millions de personnes et qui est complètement disparue des mémoires. Alors qu'en réalité, c'est ce que montre Inès Leroux, déjà, outre que le fait, ça a détruit quand même écologiquement, ça pose énormément de... C'est une catastrophe en fait, globale. Mais il y a eu des révoltes, en fait. Il y a eu des gens qui se sont opposés à ce remembrement et ça a été très, très peu raconté. Et en une vingtaine d'années, la France a perdu 1 million de fermes. Et voilà, et du coup... C'est dans un temps extrêmement court. C'est hyper rapide, c'est quelque chose qui révolutionne nos paysages, c'est quelque chose qui révolutionne notre système agricole, et c'est quelque chose qui révolutionne même, c'est ce que raconte très bien Nicolas Legendre, les sociétés paysannes, c'est-à-dire que les liens sociaux, le partage, c'est complètement... vraiment, c'est vraiment une révolution profonde. Et c'est vrai que c'est assez peu raconté. Et sans doute parce que à ce moment-là encore, c'est ce grand progrès qui est une espèce de rouleau compresseur qui écrase tout, mais qui en réalité, pareil, pourrait être questionné de la même façon qu'on peut questionner absolument tous les tournants qu'on a pris de manière assez récente et sur lesquels on C'est-à-dire que même si aujourd'hui, du jour au lendemain, on décidait d'arrêter tous les élevages, il y aurait beaucoup moins ce serait une révolution plus faible que ce qu'a été le remembrement, moins impactante que ce qu'a été le remembrement. Complètement. C'est effectivement pour se rendre compte à quel point, et ça a été un objet de désordre, de conflit, de voisinage incroyable. Et on se rend bien compte dans la mémoire. Mais après, il y a tous ces mécanismes de tabou et de déni justement parce qu'il y avait de la violence. Et puis après, c'était aussi une organisation. Je crois que c'est Laure Ducos qui raconte comment Citroën en fait travaille avec le ministère de l'Agriculture pour ouvrir des usines automobiles à ce moment-là à Rennes, parce que toute la main-d'œuvre paysanne qui du coup ne peut plus travailler dans ces petites fermes-là, qu'on a regroupées au profit de grosses exploitations, du coup va travailler à l'usine. Mais encore une fois, moi j'ai interrogé, il y avait un enfant de paysan qui avait cette mémoire du remembrement qui me disait, faut pas se leurrer, au début pour ma mère par exemple, c'est un soulagement total, hein. Elle est dans une maison, elle a des vacances, elle a un salaire, elle n'est plus à traire des vaches enceinte de 8 mois et demi et à vivre avec le grand-père, enfin... il y a eu quand même un moment où c'était vraiment pour l'intérêt du plus grand nombre, ou en tout cas que les gens y ont trouvé leur compte, quoi. Aujourd'hui, c'est difficile de dire à qui ça profite vraiment, quoi. C'est-à-dire que les éleveurs, c'est la population la plus pauvre parmi la population agricole qui déjà est plus pauvre que la moyenne des Français. Les catastrophes écologiques, c'est quand même un vrai dossier dont il faut parler. Donc voilà, donc il faut se dire à un moment, ça a peut-être servi à quelque chose à un moment. Maintenant, il faut vraiment le questionner et en se basant autant que possible sur des faits. Ce qui est ça plus, même Edgar Pisani, à la fin de sa vie, dans et ça, son j'ai trouvé bouquin ça incroyable. de mémoire, il dit la modernité prétendait imposer toutes ses découvertes, son modèle de consommation et la vision marchande réductrice qui l'anime. Je ne pourrais m'empêcher de la considérer comme l'annonce d'une aventure barbare. J'ai halluciné. J'ai trouvé ça fou. Alors, parce qu'en plus, Pisani, pour le coup, c'est quelqu'un qui a bossé, vraiment, que c'est un haut fonctionnaire de l'État, d'une efficacité à son époque absolument redoutable. C'est-à-dire qu'il est vraiment à la fois sur le remembrement, il est sur l'industrialisation de l'élevage, sur le remodelage de la Bretagne, sur le salon d'agriculture. Justement, c'est lui qui met en place le modèle pour justement, dès le début, se dire, allez, on va quand même garder cette image-là de la paysannerie pour continuer à vendre nos produits et tout. Et puis, à la fin, il écrit ce livre de mémoire où il dit « Aïe, j'ai été trop loin, on a été trop loin, et j'ai des regrets. » Il repense à la première petite ferme où il a été pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a appris le travail paysan, et dit dont les paysages ont été gâchés, et sans doute qu'on a été trop loin. Et donc, c'est quand même intéressant. Aventure barbare. C'est-à-dire qu'il a vraiment une prise de conscience claire de... Très, très fort. Et on a d'autres choses aussi qui viennent appuyer l'industrialisation, notamment avec l'abattage à la chaîne. Parce que quand on pense au travail à la chaîne, on pense peut-être à des usines de voitures, etc. Mais les premiers travail à la chaîne, c'est les abattoirs de Chicago, quoi. Oui, ça c'est dingue aussi. C'est là où on se rend compte à quel point que voilà, c'est ça, qu'en fait on est dans un changement massif de la société et en gros dans une transformation vers une société de consommation qui n'épargne absolument aucun domaine en fait, où il faut produire à tout prix, au plus bas coût possible et pour consommer le plus possible. Et ça concerne les chaussures, ça concerne les voitures, ça concerne les armes et ça concerne aussi la viande. Alors ça, c'est dommage, c'est quand même des êtres vivants qui sont en jeu, mais on est dans le même mécanisme. Et ce qui est incroyable sur l'abattage industriel, effectivement, c'est ce moment où on commence à accumuler de l'espace pour les animaux et puis tout d'un coup se dire, il faut les tuer. Et en fait, si on n'a pas cette industrialisation de l'abattage,
avec donc la fameuse histoire à Chicago, mais qui est réelle, et où j'ai été, où en gros, ils se disent, tiens, on va mettre les animaux sur une chaîne, on va faire avancer la chaîne, et comme ça, au lieu d'avoir un boucher qui, en gros, tue un animal, mais met 8 heures, ou même plus, je ne me rappelle plus, pour le tuer, maintenant, ça va être chacun un geste, et on fait tourner l'animal, et chaque ouvrier fait un geste, et ça prendra 35 minutes. Et là, tout d'un coup, c'est une révolution de dingue. Et alors ça, c'est ce qui a permis, du coup, après, de continuer à produire de plus en plus, sans avoir ce goulot d'étranglement qui pouvait être, oui, mais comment on s'en débarrasse? Et là, ce qui est complètement incroyable philosophiquement, c'est de se dire que l'abattage à la chaîne a précédé l'industrialisation du monde, dans la mesure où il y a cette anecdote fameuse où Henry Ford, le créateur de l'automobile Ford et du Fordisme, du coup, découvre cette chaîne en visitant les abattoirs de Chicago. Et donc, voilà, il veut la faire en sens voilà, inverse. Il dit, on peut pas, on peut pas mettre en pièces. Mais par contre, on pourrait peut-être rassembler une voiture et avec et en plus, voilà, avec tout ce que ça dit du coup, des ouvriers sous-payés qui sont à l'époque les immigrés américains et qui font un geste par jour, en permanence, et que ça va pouvoir permettre de faire plein de produits. Et dans ces produits-là... C'est au Vietnam, vous avez vu les deux filles... c'est aux États-Unis. C'est dans un des derniers abattoirs de Chicago, où, pareil, ils nous ont laissé tourner de manière assez hallucinante. Et où, effectivement, à part le fait que vous voyez tous ces animaux qui arrivent et qui sont dans un état pas possible, et que ça ressemble à un abattoir tel qu'on peut l'imaginer. Mais effectivement, aux États-Unis, alors je connais moins pour le coup en France, mais aux États-Unis où c'est absolument que des sans-papiers, que des migrants latino-américains, et vous voyez des très jeunes filles qui tranchent des gorges toute la journée. Qui font un seul geste, qui font un seul geste, le trocard dans la gorge des cochons. Et vous dites, quand même, on a créé un système qui est... Et du coup, on arrive aussi à une surproduction, ce qui est le comble. C'est-à-dire qu'on part d'un manque qu'il faut produire, etc. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui est... avec Pierre Mendès France, qui rend le verre de lait obligatoire. Ouais, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que, pareil, dans cette mythologie sur le point de départ de la réalité, qui est les pénuries, mais on se dit, oui, ça a duré forcément très longtemps, il a fallu mettre du temps avant de pouvoir nourrir cette population française qui avait beaucoup manqué. Et pas du tout, en fait. Dès les années 50, on arrive à nourrir tout le monde assez vite. Et on arrive aux premières crises de surproduction. Donc, en fait, cette mythologie des pénuries, elle est intéressante pour comprendre les biais psychologiques, mais en réalité, elle ne peut pas soutenir tout ce qui a suivi pendant les 20 années suivantes. Puisque très, très vite, on a produit beaucoup trop, très, très vite, on a commencé à exporter. Et en réalité, non, on n'est pas là à nourrir des pauvres enfants dont la croissance s'arrêterait si on arrêtait les... On a même eu un moment la prime érode. C'est-à-dire on incitait les éleveurs à se débarrasser des veaux, à tuer les veaux, parce qu'on avait trop de... Donc le système, il est quand même devenu très vite défaillant. C'est-à-dire on nous présente toujours aujourd'hui comme quelque chose d'indispensable. Et donc ça, c'est la fameuse, dont je parle dans le livre, polémique de Lyon, des cantines de Lyon, qui est quand même une histoire assez folle, où donc à la sortie du Covid, la mairie de Lyon décide de faire un repas sans viande pour des raisons sanitaires, pour des raisons parce qu'ils n'avaient plus accès, enfin voilà, vraiment typique Covid, etc. Et ce menu sans viande devient un tel scandale que ça remonte jusqu'au ministre de l'Intérieur. Alors ça, Gérard Darmanin qui dit vous voulez priver les enfants de viande, vous voulez priver les classes populaires de ce dont elles ont besoin. Et on se retrouve à se dire, alors on est encore aujourd'hui en 2025 en France à un moment où les enfants pauvres manquent de viande, comme vraiment on peut l'imaginer en 46, 47, des gamins anémiques et rachitiques. Alors que les statistiques... Et alors que c'est ça qui est incroyable, c'est que si vous allez sur des statistiques qui sont des statistiques publiques, si vous allez sur une des publications de l'INRA, qui pourtant est un institut qui a beaucoup... travailler pour l'industrialisation de l'élevage, vous voyez clairement qu'on a fait des études pour savoir qui mangeait plus de viande aujourd'hui. C'est les classes les plus précarisées, les classes les plus populaires. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est malade de ces excès. Et en réalité, si on décrit d'ailleurs les bobos avec leur panier de légumes, c'est parce qu'en fait, les classes les plus riches, en meilleure santé, mangent plus de légumes, plus de fibres, et que les pauvres, les classes plus populaires souffrent plutôt, au contraire, de trop de KFC, trop de McDo et trop de menus bas de gamme. Donc dire aujourd'hui que reprendre toujours ces argumentaires passéistes de « oui, mais c'est pour les pauvres enfants, c'est pour les classes populaires, il faut de la viande à la cantine absolument parce que les pauvres manquent de viande », c'est un autre mensonge qui correspond complètement à cette mythologie. Mais qui rentre parfaitement toujours dans ce petit tableau des années 30 avec la fermiette avec son fichu et des gamins qui effectivement ont des courbes de croissance qui sont ralenties par manque de viande, des pénuries. Non, aujourd'hui c'est absolument plus le cas et avoir recours à cet imaginaire-là pour empêcher des menus sans viande, c'est faux en fait, tout simplement. Et ce système, du coup, on a vu ça aussi avec Louis Thévenon, et pas du tout profitable non plus dans l'intérêt de la plupart des agriculteurs. On le voit avec justement le surendettement, les taux de suicide, un métier qui n'est plus épanouissant, des éleveurs qui sont poings et pieds liés face à l'agro-industrie.
Dans le livre, vous avez un témoignage aussi qui montre que ça fait faire aussi aux éleveurs des choses que moralement ils réprimeraient, quoi. Notamment, je crois que c'est un éleveur de cochons qui se dit à un moment donné, je me suis vu en train de taper sur des cochons pour les faire avancer, quoi. Mais c'est ça, le truc, c'est que, encore une fois, on se dit, si un système, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais on se dit la voiture, c'est problématique parce que ça pollue, ça tue des gens, mais à un moment, pour aller d'un point A à un point B, c'est rapide. Donc un système, il faut qu'il profite quand même à quelques personnes. Si on se dit, c'est un système qui profite plus aux consommateurs, parce que pour des points de vue sanitaires, c'est pas terrible, c'est un système qui, du point de vue environnemental, est une catastrophe, et c'est un système qui profite plus non plus aux éleveurs, puisque effectivement, les éleveurs se sont appauvris et ils ont perdu, pour la plupart, l'essence de leur métier, qui était effectivement des relations avec les animaux, dont on peut penser ce qu'on veut, mais il y avait une relation, et il y avait du terroir, il y avait du lien social, il y avait de l'extérieur, et tout ça, c'est terminé. C'est-à-dire que, oui, un éleveur de cochons, aujourd'hui, il travaille dans une usine en béton, il met une combinaison, il travaille au Karcher absolument toute la journée, puisqu'il passe son temps à nettoyer son usine, et il engraisse des porcs qui partent à l'abattoir à des intermèdes incroyablement réguliers. Bon, voilà. Donc, on se dit, du coup... Avec une pression... Et voilà, et du coup, ces éleveurs-là sont soumis à des cadences infernales, à des pressions terribles, parce qu'en général, ils ne possèdent pas les animaux, ils doivent acheter la semence, enfin, les aliments en extérieur. Il y a en plus des soins qui coûtent un bras, parce que toutes ces bêtes sont malades, il faut leur donner des antibiotiques, il faut les... Donc, en fait, ils sont pris... C'est pour ça que parmi les agriculteurs, les éleveurs sont ceux qui sont les plus pauvres, parce qu'ils sont soumis à des charges extrêmement fortes, en fait. L'aliment pour les animaux, et grosso modo, les soins, l'énergie... Ce sont des matières premières très volatiles, en plus, et donc qui ils sont dépendent en plus, totalement... Et encore plus récemment, etc. Donc oui, donc c'est intéressant de se dire, encore une fois, voilà, il va falloir un moment justifier de l'intérêt collectif, quoi. Alors donc c'est un système qui a des intérêts pour très peu de personnes finalement, mais qui perdure, qui est maintenu. Donc on a discuté tout à l'heure de la publicité. Il y a plein d'autres mécanismes. Dans la publicité, justement, si on peut s'y arrêter un petit peu, la publicité, donc on a vu tout à l'heure des animaux qui dansent à la farandole, qui sont contents d'aller qui maintient cette image de pastoralisme, voilà. On voit les publicités Erta, enfin voilà, qui montrent aussi alors sur Charal, ça va être plus l'énergie, la force, voilà. Même le bébé dans le ventre de leur maman apprécie la viande et ça leur donne de l'énergie. Et ces publicités sont financées en partie par l'argent public. C'est ça, le truc c'est que sur les publicités sur la viande, c'est choquant en soi, mais en vrai toutes les publicités mentent. Hein. Quand on voit des 4x4 qui sont dans des paysages ou qui roulent sur des plages, alors qu'en fait un 4x4, vous vous retrouvez dans des bouchons à Paris, vous savez bien que c'est de la publicité, c'est là pour raconter n'importe quoi. Mais ce qui est choquant, effectivement, c'est que c'est des publicités qui sont extrêmement subventionnées, que ce soit par l'Union européenne ou par le gouvernement, qui passe son temps à rajouter. Il y a des campagnes, Let's Talk About Pork, qui c'est une campagne de l'Union européenne. C'est 95%, entre 95 et qui est à base de désinformation. Il y a énormément de subventions publiques qui questionnent, quand on sait qu'en plus, si à la limite, au moins, il y avait une espèce d'égalité avec tout ce qui est végétal, toutes les cultures légumineuses, etc. Mais c'est absolument pas le cas. Il y a une disproportion folle. Et notre conversation nous a amené effectivement vers un peu à qui ça profite. Oui, on sait bien à qui ça profite. En fait, ça profite aux industries de la viande, aux industries de l'élevage en général, qui sont extrêmement puissantes, qui ont énormément d'argent et qui mettent énormément d'argent dans le maintien de ce discours-là. Et il faut parler d'Interbev, ici, qui est le lobby principal. Oui, Interbev, qui est le lobby de la viande bovine, a priori, mais qui en réalité profite à tous les lobbies de la viande, qui est d'une efficacité folle et qu'on peut aller notamment découvrir quand on va justement au Salon de l'Agriculture. Interbev, qui est pour moi le truc le plus fou, c'est la façon dont ils ont détourné le terme flexitarien. Qu'on a maintenant à toutes les sauces. Ici, vous allez au Salon de l'Agriculture, vous verrez qu'il y a le Flexi Festival et il y a des recettes flexitariennes. Donc, qui est censé au départ qualifier les gens qui diminuent leur d'une bonne intention, de parce que c'était un Américain qui disait, c'est vrai qu'on vit dans un système donné, l'alimentation c'est culturel, et puis de toute façon il y a une offre de viande qui est tellement forte que c'est pas facile de changer d'habitude alimentaire. Donc il avait défini ce terme-là pour dire, c'est les gens qui essayent de diminuer, mais il y avait l'idée de diminution de la consommation. Et je pense que ça a fait peur parce que c'est assez efficace, cette idée qu'il y a une prise de conscience générale, etc. Et Interbev l'a complètement réintégré et a fait vraiment une OPA sémantique de fou, utilise ce verbe, ce mot à toutes les sauces, à tel point que Emmanuel Macron est venu au Salon de l'Agriculture avec un petit macaron naturellement flexitarien. Les flexitariens sont des gens intelligents. Et au final, aujourd'hui, se dire flexitarien, c'est juste dire je mange de la viande quand j'en ai envie, quoi. Donc, c'est pas très... C'est intéressant comme programme. Mais ça pourrait être juste une question de, faites ce que vous voulez. Après tout, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, vous en faites ce que vous voulez. Sauf que c'est un frein. Puisque aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes de consommation,
les Français se disent, à grande majorité flexitariens, affirment leur volonté de manger moins de viande, mais les courbes de consommation de viande continuent d'augmenter et il n'y a absolument aucun impact sur leur consommation concrète. Donc, en fait, c'est là où on se rend compte que, en fait, que les mots sont importants et que, en fait, ce terme flexitarien, il a eu un impact super fort. Et donc, voilà, donc c'est à ce genre de concept qu'on voit la force de frappe et la force créative d'Interbev. Oui, parce qu'ils peuvent effectivement matraquer le message. Je fais des efforts et tant que ça change rien, voilà, et tant que ça change rien dans mon assiette, tout va bien. Ils sont présents aussi sur les réseaux sociaux. Ils sont présents de fou sur les réseaux sociaux. Notamment ils sentent, les filles à voilà, c'est ça. Alors, ils sentent ça, les tendances sociétales. Donc, on ne peut pas aller trop non plus que sur le masculin. Il faut aller chercher des alibis. Il faut faire un peu du féminist washing. Donc, ils ont créé une gamme d'Instagrammeuses qui s'appelle les filles à côtelettes, qui sont des nanas qui partagent en gros des recettes de viande. Ils sont aussi à l'école. Et ça, pour le coup, moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué, la famille Joly-Pré, qui est typique de ce dont on parle depuis le début de cette conversation, qui est en fait, c'est des petits fascicules et des petits cahiers d'activités qui sont distribués à l'école et qui ont même fait l'objet d'un partenariat avec Bayard, ce qui était assez étonnant, où on voit la famille Joly-Pré, et qui est une famille d'éleveurs français, et qui sont, mais une caricature de la petite ferme familiale avec des bébés animaux dans les bras, des fourches, des salopettes, une petite ferme, des envies de panneaux solaires et des explications sur les prairies et de nos paysages qui sont préservés. Enfin, vraiment la panoplie complète du déni français, quoi. Et la ferme Joly-Pré, elle se décline dans des prospectus et des flyers et des cahiers d'activités qu'on distribue à l'école. Voilà. Ils donnent même des fiches d'activité aux enseignants. Donc, il faut aller dans les conditions, les mentions du site pour voir que c'est l'Interbev qui pilote tout ça. Made in viande ou ce genre de choses qu'ils proposent aux professeurs dans les écoles. Pour trouver la trace d'Interbev, il faut vraiment aller chercher. Enfin, c'est-à-dire, voilà, ils sont très efficaces en réalité. De leur point de vue, il n'y a rien à dire, mais ça questionne forcément. Oui. Et ça peut même aller plus loin avec la technique de fabrication du doute, quoi. En prenant l'exemple de ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac, en fait. Oui, il y a une fabrique de l'ignorance, en réalité, sur la viande, qui est un modèle, en fait, je pense. Alors, non, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est. Bref, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, sur, en gros, comment l'étalon de la fabrique de l'ignorance, c'est les cigarettiers. Le jour où où les scientifiques ont montré que les cigarettes donnaient le cancer, voilà, c'est un fait. Ils se sont tous réunis ensemble alors qu'ils étaient très concurrents et ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on réagit ? Et au lieu de dire, on va faire autrement, non, ils se sont dit, on va noyer les connaissances scientifiques par d'autres connaissances. On va multiplier les études. On va mettre des millions d'euros ou des millions de dollars à l'époque dans la fabrique d'études scientifiques, mais surtout sur les liens entre calvitie et cancer du poumon, sur les liens sur le fait de faire douter telle étude qui n'aurait pas été faite. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fabrique de l'ignorance, c'est-à-dire vraiment, au contraire de la création d'ignorance. En fait, c'est de se demander, c'est pas qu'est-ce que je sais, c'est qu'est-ce que j'ignore et pourquoi je l'ignore. Et sur la viande, j'ai trouvé que effectivement, c'est un concept très intéressant. En fait, qu'est-ce que j'ignore ? Pourquoi est-ce que je ne sais pas ça alors que c'est sous mon nez ? Et parce qu'il y a une fabrique de l'ignorance. Et les cigarettiers, après, ils ont inspiré beaucoup de gens. Pas que l'industrie de la viande, ils ont inspiré absolument toutes les industries pétrochimiques, pharmaceutiques. Tout le monde s'est dit, c'est pas mal ce truc. Et sur l'industrie de la viande, pour le coup, c'est Serge Hergbert qui m'en a beaucoup parlé, c'est ahurissant de voir le nombre de think tanks ou de fondations, d'organisations, d'instituts qui se présentent comme des instituts scientifiques. En réalité, si aujourd'hui vous faites une enquête Google, vous voulez marquer genre est-ce que je dois donner du lait à mon enfant ou est-ce que des questions de parents normales, les 8 premières occurrences sur Google viendront d'instituts financés par l'industrie laitière ou l'industrie machin. On a par exemple le CERIN, le Centre de ressources et d'information nutritionnelle. C'est incroyable. Qui est en fait une émanement de l'agro-industrie directement. Mais c'est assez flippant parce qu'en fait, vous vous dites, par exemple, c'est des trucs de famille, mais genre, ma mère me dit, je suis un peu fatiguée, les vieux, on a besoin de calcium, les fractures, etc. Et vraiment, quelle que soit la recherche que vous faites, vous tomberez là-dessus. Et en fait, du coup, le conseil, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher les publications publiques. Elles ne sont pas parfaites parce que, il y a forcément à l'intérieur des institutions publiques, sans doute, des gens qui... Mais en réalité, le principe de la science, c'est qu'à un moment, une recherche, elle est collective, elle est recoupée. Et en réalité, au moins dans les institutions publiques, ces protocoles-là, ils sont respectés. Alors que dans toutes ces institutions privées, en fait, c'est la foire à n'importe quoi, en réalité. Il y a notamment, par exemple, la carence en fer.
La carence en fer, tous les discours sur viande, les adolescentes qui ont leurs règles doivent. Enfin, il y a énormément et c'est vraiment très courant. C'est très répandu. Bon, après en plus ça remonte. Il y a aussi des choses qui remontent à un peu des intuitions un peu populaires, genre vous êtes malade, quelqu'un va vous dire mange la viande parce que la viande c'est la force. Bon, ça c'est pas l'industrie de la viande qui l'a inventé. Ça fait très longtemps qu'il y a un imaginaire autour du sang, autour de l'animal. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans les cabinets de médecine, dans les infirmeries scolaires, vous avez énormément de choses sur les carences en fer des jeunes filles qui ont leurs règles. Alors qu'en réalité, c'est le docteur Eric Berg qui explique ça très bien. Voilà, aujourd'hui, on a des marqueurs très fins. On peut avoir moins de fer ne veut pas dire forcément une anémie en fer, en fait, ne veut pas dire un problème de santé. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de... Et les sources en fer ne sont pas que dans la viande. Et de toutes les façons, on a une alimentation, pour le coup, on a un pays très riche, on a une alimentation extrêmement variée, et donc on a une alimentation qui, encore une fois, il n'y a pas de carence en France, à part peut-être de vitamine D, parce qu'on vit en ville et qu'on n'est plus exposé au soleil. Et il n'y a aucun problème pour prendre des ampoules de vitamines. Et la viande, du coup, est devenue, avec tous ces efforts de l'industrie, tout ce travail sur la communication, un marqueur qui est un marqueur identitaire et politique très fort. Oui, et alors ça, je pense qu'il y a une espèce de truc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans ce discours. Il y a effectivement la fabrique de l'ignorance, où à un moment on se dit, on va inonder le marché de publications scientifiques. Et puis il y a un moment, et je me demande, mais ça pour le coup, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué en Amérique, où on s'est dit, on va clore le débat, on va même plus se poser la question de la réalité des faits, on va assumer le fait que c'est quelque chose d'identitaire et que c'est quelque chose qui revendiquait sa propre liberté, en fait. Ouais, c'est ça. Ma liberté de consommation. L'environnement alimentaire est totalement piloté, mais on va quand même parler de liberté. Voilà, mais on parle quand même de liberté. En gros, foutez-moi la paix, laissez-moi manger. Et ce qui revient un peu à toute cette guerre culturelle. En fait, voilà, c'est le moment où la question de la viande devient une bataille culturelle à l'américaine. C'est-à-dire, en réalité, je me fous complètement de savoir si le réchauffement climatique existe ou pas. J'ai le droit de penser que, j'ai envie de penser que, et par ailleurs, j'ai très envie d'utiliser mon 4x4. Donc, voilà. Et ça, j'ai trouvé qu'on le sent bien dans le débat public, en réalité, que finalement, la question des faits, elle se pose presque plus au bénéfice de la question juste de qui je suis, à quel groupe est-ce que j'appartiens, et quelle est ma liberté. Et pour le coup, il y a un groupe, rien que le fait de le nommer, à mon avis, ça lance des trucs, mais voilà, un groupe qui s'appelle les Omnivores, et qui est un groupe de lobbyistes pour la viande, et leur slogan à eux, c'est la liberté alimentaire. Mais c'est incroyable, parce qu'effectivement, de quelle liberté on parle dans un marché qui est complètement saturé pour la viande, dont les rayons, je crois que c'est 95% des propositions préparées dans les supermarchés qui sont à base de viande, et où tout est, enfin voilà, où on n'est absolument pas, et de toutes les façons, si cette liberté porte atteinte à d'autres libertés, non, elle ne peut pas être présentée comme évidente. Je veux dire, à partir du moment, encore une fois, où il y a ne serait-ce qu'un coût écologique ou un coût social ou un coût pour les animaux, c'est quelque chose dont on doit pouvoir discuter. Et à partir du moment où on le présente comme un débat de ma liberté, ça clôt le débat de manière assez folle. Et on sent, et il y a beaucoup de chercheurs qui m'ont dit ça, on sent que dans les éditos, le côté « laissez-moi bouffer tranquille »,« laissez-moi… dépasse complètement la question scientifique. C'est-à-dire, à un moment, on parle, non, mais je te parle de santé. Tu dis, non, mais ma liberté. Et on revient, en général, en plus des questions identitaires, puisqu'on repart sur la même petite boucle depuis le début de, oui, mais ces fermes françaises, ces paysages français, c'est notre identité nationale. Donc, de toutes les façons, je ne vais pas partir sur un débat scientifique ou un débat sur les faits, puisque de toutes les façons, je te parle de qui je suis français, je suis libre de penser ce que je veux, et donc on ne va plus avoir ce débat. Alors ce qui est plus facile aujourd'hui, c'est quand même de manger de l'élevage intensif. Je veux dire, de tendre le bras dans n'importe quel supermarché. Oui, c'est sûr que... Alors on a d'autres alliés, hélas, c'est le monde politique. Donc là, c'est un extrait de Emmanuel Macron, justement à l'inauguration du Salon de l'Agriculture, donc, qui a été créé par Edgar Pisani, justement pour maintenir cette image de l'élevage pastoral, enfin cette image-là, et qui nous dit ça. La conviction qui est la nôtre, c'est qu'en effet, il faut produire, assumer de produire pour nourrir les Français et les Européens, et pour aussi exporter, parce que notre agriculture, nos industries agroalimentaires sont aussi d'abord des pourvoyeurs d'emplois, de richesses et des vrais leviers de notre exportation. Ensuite, que nous défendons. Là, c'est assez intéressant aussi de voir que le monde politique, enfin là, sur la production, la souveraineté alimentaire, est aussi un allié incroyable. Et d'ailleurs, quand l'inauguration du salon se fait très souvent avec le président, la présidente de la FNSEA, juste à la droite du président. Ouais. Alors, cela dit, sur cet extrait, au moins,
là-dessus, pour une fois, on a le mérite de l'honnêteté. Alors, ouais, On est sur de la productivité, de l'exportation. absolument. On n'est pas. Alors, cela dit, Emmanuel Macron a longuement parlé souvent de nos petites fermes familiales, mais au moins, je me dis bon bah là-dessus, on n'est pas dans le déni, quoi. On est sur une industrie. C'est un discours qui est arrivé avec la guerre en Ukraine. On a vu beaucoup ça, la question de la souveraineté c'est assez alimentaire. marrant parce qu'on nous a beaucoup parlé de nourrir les Français, puis tout d'un coup, on nous dit nourrir l'Europe, et puis bon bah finalement nourrir le monde. Alors, voilà, c'est ça. Il faudrait savoir en réalité si on est sur la faim de ces gamins carencés ou. Ces doubles discours arrivent à cohabiter. Oui, complètement. On peut avoir ce discours-là qui revient. Mais par contre, le salon de l'agriculture où effectivement tous les politiques se rendent, c'est un espèce de, c'est une métaphore de nos dénis. C'est-à-dire que pour le coup, l'année dernière quand j'y suis allée, vous allez par exemple sur l'enclos des porcs, il n'y a que des porcs de race locale qui n'existe plus. Il n'y a pas de large white. Et donc les large white, c'est ces gros cochons roses qui sont extrêmement, qui grandissent très vite et qui font trouve dans tous les élevages et qui font France. mondiaux. C'est-à-dire c'est mondiaux. la majorité des élevages de porcs français et la majorité des porcs dans le monde. Et vous allez au salon de l'agriculture, vous avez des porcs gascons. Et j'ai dialogué avec un éleveur et pour le coup, il était plutôt sympa parce qu'il me dit je ne sais pas du tout ce que je fais là puisque nous on représente 2%. Pour le coup, l'élevage porcin en France, c'est très simple les chiffres et ils sont assumés par Inapor, ils sont assurés par absolument toutes les statistiques publiques, 96% des porcs français sont élevés en conventionnel, en bâtiment. Il n'y a pas de porcs en plein air, il n'y a pas de race locale. L'élevage porcin, il est massivement intensif, quoi. Et vous allez au salon de l'agriculture, vous n'avez que des petits cochons. Alors vous dites, mais... Et j'avais été voir le gars d'Inapor pour lui dire, ils sont où les large white? Et il me dit, non, mais les spectateurs préfèrent autre chose. Ok, donc c'est un spectacle en réalité, on n'est pas sur... Et le salon de l'agriculture, c'est que ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y a cette cohabitation. C'est-à-dire, il y a à la fois alors des fermes, de la paille, des animaux qui ont tous un prénom. On se dit, dis donc, pour 3 millions d'animaux par jour, qui sont tous extrêmement... Voilà. Et à côté de ça, cohabitent les plus grosses marques de l'agro-industrie. On dit, tiens, c'est marrant, on a quand même réussi à faire vivre ces deux mondes-là complètement contradictoires. Et oui, et les politiques s'y rendent parce qu'il y a effectivement cet investissement du paysan et des thèmes de plus en plus nationalistes qui fait qu'effectivement, on ne va pas dans le bon sens sur ces questions-là. Avec des résultats en plus très, très concrets. Justement, sur la question de l'installation des élevages intensifs, on a relevé... Toutes les normes environnementales, toutes les évaluations qui sont en train de sauter les unes après les autres. Et avec toujours, en plus, ce qui est complètement dingue, c'est que c'est un espèce de système qui se mord la queue où, avec l'Ukraine, avec le Covid, à chaque fois on dit non, mais du coup, il faut produire plus, alors qu'on avait commencé à mettre en place 2-3 petites régulations, etc. Et on sent que toutes les normes... européenne, tout a sauté. Alors, on a parlé beaucoup des mécanismes qui viennent de l'industrie, comment ils font évoluer notre environnement alimentaire, comment ils guident la consommation. Mais on a aussi des ressorts en interne qui vont servir ce déni. Donc, évidemment, je pense à la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, quand on fait des sondages, la plupart des Français sont opposés à la maltraitance animale. On a 90% des Français qui sont favorables à l'interdiction de l'élevage intensif. Et d'un autre côté, on voit que les chiffres de consommation ne diminuent pas. Et du coup, quels sont les mécanismes ici qui sont... Oui, c'est ça qui est terrible, c'est parce qu'on se dit, bon, il y a un discours dominant qui est faux, en fait, qui est mensonger, qui se base sur des réalités qui ont disparu, qui sont fantasmées, mythifiées, etc. Mais on se dit, nous, à la limite, on pourrait ne pas y croire. Et on se rend compte que, non, le problème, c'est qu'effectivement, au niveau individuel, au niveau des consommateurs, au niveau des citoyens, il y a un désir de croire, ça correspond à ce qu'on a envie d'entendre, de manière assez nette, et c'est ce qui fait que personne ne va aller contre ces images qui sont matraquées en fait en réalité. Et donc oui, ces mécanismes de désir de croire, ces mécanismes aussi de dissonance cognitive, ils sont profondément partagés. Et il y en a, vous en écrivez deux, notamment il y a la question de l'évitement. Une façon de gérer cette dissonance, c'est d'éviter de voir les images, d'éviter de se renseigner, de s'informer, juste se contenter des surfaces, comme des vaches dans les prés, et puis se dire, ça y est, je connais. En plus, on a une expérience directe et personnelle, donc là, c'est très fort comme expérience pour dire, mais moi, je les ai vues, les vaches, on les voit. Et puis, il y a la question d'évaluer les capacités des animaux. Vous racontez dans le livre une expérience de Steve Lougnan,
qui est vraiment c'est incroyable sur les animaux de la ferme. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai découvert aussi avec d'ailleurs un youtubeur qui s'appelle Cervelle d'Oiseau et qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Les cerveaux de la ferme et qui est vraiment chouette. Et en fait, de se rendre compte que, bon, évidemment, ça va de soi, les animaux de la ferme ont autant de capacités cognitives, émotionnelles, etc. que les autres animaux. Mais que par contre, dans nos mécanismes de déni, on les a dévalués sur les échelles de l'intelligence pour justement se permettre de les consommer, en fait. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont fait des expériences où ils montraient que si on place sur un axe intelligence et comestibilité des animaux, selon les cultures, on va passer très 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 bas. Nous, en France, par exemple, on va dire les poules sont idiotes, il n'y a pas plus bête qu'une poule, les vaches sont bovines, les cochons, ils sont méchants, et les dauphins et les chiens, ils sont géniaux. Et par contre, dans d'autres pays, les dauphins et les chiens, si vous les mangez, vous dites ils sont complètement idiots, en fait. Et donc, ça montre qu'en réalité, c'est pas le fait que les animaux soient bêtes qui fait qu'on les mange et du coup, moralement, c'est acceptable. C'est juste parce qu'on les mange qu'on a décidé, pour se protéger nous-mêmes, de dire qu'ils étaient complètement idiots, quoi. Et donc, ça fait partie des recherches plus récentes que moi j'ai trouvées vachement intéressantes. C'est-à-dire, il y a une éthologie qui s'est mise en place récemment, une science des comportements des animaux, qui travaille beaucoup plus sur les animaux de ferme. Et je trouve que, bon, après, c'est évidemment pas suffisant parce qu'on ne peut pas compter que sur le savoir pour changer les choses. Mais en réalité, si les personnes s'y intéressent, moi, j'ai trouvé ça complètement fou de se dire déjà qu'on n'a pas étudié ces animaux pendant des siècles. Parce que justement, énormément sur les primates et tout ça. Parce qu'on préférait les animaux qui nous ressemblent, les animaux avec des gros cerveaux, les singes, justement, tous ceux à qui on ne fait pas de mal. Donc, essentiellement, on leur fait du mal par ailleurs. Mais bon, grosso modo, pas dans une pratique quotidienne alimentaire, quoi. Et qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de travaux sur les capacités cognitives des cochons, des vaches. Alors, encore une fois, ce n'est pas une raison, ça ne peut pas justifier qu'on les mange ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, en fait. Ouais, ça en dit long, en tout cas, sur comment on gère cette dissonance cognitive. C'est ça. Et sur le thème du sujet, qui est celui du déni, qui est donc celui de... Attendons, revenons sur les faits, puisque, encore une fois, il n'y a pas d'autre propos qui est celui de dire... Juste, est-ce qu'on pourrait débattre des faits ? Eh ben, les faits, c'est les fermes françaises, c'est plus qu'elles étaient. Et par ailleurs, les animaux qui sont entassés par millions dans ces usines, eh ben, ils ont des capacités cognitives, sensibles, émotionnelles, sociales très fortes. Et ça fait partie des faits que je trouve intéressants et qui sont en train de monter ces dernières années. Ouais. Alors ce déni, il coûte très 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 cher aux animaux, évidemment. On n'a jamais exploité, tué autant d'animaux qu'aujourd'hui dans toute l'histoire de l'humanité. Donc là, bien qu'on ait ce développement de l'éthologie, de la connaissance de leur monde intime, etc. Il coûtait aussi très cher pour l'environnement, pour l'humanité. Vous dites justement, j'ai relevé cette phrase que je trouvais extrêmement puissante, les systèmes industriels fonctionnent en théorie, mais dans les faits, ils ne marchent pas. La vie ne peut pas s'y insérer, elle n'y a pas sa place. Ce que produit l'univers industriel, c'est la mort. Et vous en faites l'expérience un peu directe avec, auprès de la maison familiale, la rivière Le Don, c'est ça ? Oui, c'est ça. En Loire-Atlantique, vous expliquez qu'en fait, la transformation de l'environnement... Ça a été la prise de conscience sur les effets, effectivement, écologiques. Parce que c'est ça qui est terrible avec la question de l'élevage industriel, c'est que c'est une question qui est tellement massive qu'elle est à la confluence de plein de questions. C'est-à-dire, elle est à la confluence de questions éthiques, tout simplement. Est-ce qu'on a le droit de faire ça aux animaux ? Économiques, politiques. Il y a énormément de questions. Et puis, tout d'un coup, on se dit, mais merde, en plus, il y a la question environnementale. Et moi, ma prise de conscience environnementale, c'est que mes parents habitent en Loire-Atlantique, qui est une grosse région d'élevage. Et depuis que je suis petite, on n'a pas le droit de se baigner dans la rivière, dans le Don. Et ça ne m'a jamais questionnée, parce que je ne me suis jamais baignée dans cette rivière. On m'a toujours dit, non, on n'y va pas, il y a des nitrates, et de toute façon, les poissons sont morts, alors qu'avant, les gens pêchaient dans cette rivière. Et c'est qu'à l'âge adulte que je me suis dit, mais en fait... c'est pas logique, il y a une rivière qui coule au fond des jardins, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me baigner dedans ? Et du coup, après, c'est pareil, il y a des statistiques publiques, vous allez sur les sites de la préfecture de la région avec des relevés, et là vous dites, nitrates, pesticides, lentilles-d'eau, asphyxie. Quelques pourcents de cours d'eau qui sont dans un état... et surtout dans ces régions-là, qui sont des régions d'élevage, c'est 90% des cours d'eau qui sont en mauvaise santé écologique et sanitaire, à cause du lisier, des engrais, du maïs aussi, mais le maïs en France, il est produit pour les animaux. Je ne sais pas qui peut imaginer que tout ce maïs qu'on voit pareil dans nos champs quand on est dans les trains, ce n'est pas nous, on ne mange pas de maïs, on ne fait pas notre pain avec du maïs. Ce maïs, il n'est pas fait pour nous, il est fait pour les animaux. Et tous ces systèmes, ils sont délétères pour l'environnement, en fait. C'est pour ça, alors vous dites on peut faire une liste longue comme le bras sur les conséquences négatives, et vous insistez sur deux, notamment justement la production d'alimentation. Alors là, qui peut avoir des conséquences justement sur l'alimentation des vaches, et pas que de l'herbe. C'est ça. Ça aussi, c'est un truc qui est complètement camouflé en fait, en réalité. C'est cette idée que l'élevage intensif, c'est évidemment les animaux
D'abord, c'est un problème évidemment majeur, mais en réalité, c'est l'essentiel de nos systèmes agricoles qui aujourd'hui est tourné vers l'élevage, puisqu'on doit produire de la nourriture pour ces animaux. Ça, c'est complètement hallucinant. En réalité, et même en dehors de nos propres territoires, puisque pour le coup, on le sait, c'est l'alimentation animale qui est la première cause de déforestation dans le monde. Puisque pour produire des champs de soja et des champs de maïs et des champs de tous ces oléagineux dont les bêtes ont besoin pour grandir, eh ben on rase des forêts entières. Et là, on se dit, pareil, c'est quand même un système qui est complètement inefficace en réalité. On parle d'efficacité toute la journée, et en réalité, on est face à quelque chose qui est profondément inefficace. Parce qu'une vache ne fait pas 25 litres de lait en mangeant de l'herbe. Alors voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est un imaginaire ancien. C'est-à-dire que oui, une vache mixte comme à l'époque, qui effectivement fait ses 8 litres de lait pour son veau et qui fait de la... Encore une fois, c'est dans des systèmes dont on peut discuter, mais ces vaches-là, effectivement, se nourrissaient d'herbes. Les Prim Holstein aujourd'hui, qui doivent faire 35 litres de lait par jour, elles ont besoin de protéines, elles ont besoin d'aliments, de graisses, elles ont besoin d'aliments très forts en fait pour pouvoir produire tout ce lait. Donc même ces vaches que vous voyez paître dans nos verts pâturages français, elles ont des compléments alimentaires. Elles ont en hiver, ou elles ont en général pour moitié des tourteaux oléagineux ou des tourteaux de soja pour pouvoir produire ce lait ou cette viande. Donc c'est encore une image qui est faussée. Je crois que 90% du soja européen vient du Brésil, hein, donc on a un lien direct. Je crois que la France est le premier pays, le plus gros pays importateur de soja. On importe, en Europe, ouais. Et donc forcément, donc voilà, donc nos rivières qui sont abîmées, nos forêts qui le sont également, ou les forêts mondiales, et tout ça pour nourrir des animaux. Donc oui, ça pose question. Même en France, alors les 3/4 de la surface agricole sont justement pour l'alimentation des animaux, et même si on retire avec honnêteté, hein, il y a des endroits où on ne peut pas faire de la culture, mais même si on regarde que les terres arables, on a 40% des terres arables qui sont utilisées pour la nutrition des animaux. Pour nourrir des animaux. Et avec un gaspillage, c'est-à-dire que là, alors sur les chiffres, il faut 7 kilos de céréales pour 1 kilo de bœuf, par exemple. Oui, donc c'est un système qui se prétend extrêmement efficient et qui en réalité ne l'est pas. Donc finalement, en faisant de la viande de bœuf, on gaspille de la nourriture, si on regarde les choses objectivement. Et donc on parle de nourrir le monde. On nous dit c'est la guerre en Ukraine, machin, mais au final, on gaspille énormément ça dépend de surface. En fait. On ne peut pas dire de façon globale, un agriculteur nourrit le monde, en fait. Ça se trouve, s'il fait de la viande bovine, il détruit, en fait. Oui, totalement, Ce qui est une surface qui pourrait être utilisée autrement, Ce qui, je pense, c'est très subversif à entendre, mais... Oui, et qui fait partie... Mais c'est pour ça que ce déni, il est incroyable, parce qu'en fait, si on mobilisait pas ces images nostalgiques, on pourrait pas raconter ces histoires-là. Si on mobilisait pas ces vaches qui mangent que de l'herbe, ces petits troupeaux de moutons, on voit beaucoup de moutons, alors qu'en réalité, le pastoralisme, on montre beaucoup le pastoralisme, les bergers, du coup, on a l'impression que, ils se nourrissent comme ça, des pâquerettes sur les chemins, etc. Si on mobilisait pas tout le temps ces imaginaires du 19e siècle ou du début du 20e, on pourrait pas justifier comme ça nos systèmes, le modèle agricole dominant actuel. En fait. Voilà, dans les grosses conséquences, on voit l'impact que va avoir l'alimentation des animaux. Et aussi, vous avez réalisé que les éleveurs passent énormément de temps, en fait, à évacuer les excréments, à nettoyer les élevages, à évacuer la merde, quoi, en fait. En fait, à un moment, je me suis dit, comment est-ce que C'est l'essentiel de leur boulot, en fait. Vu que la liste des catastrophes écologiques, en fait, environnementales causées par l'élevage est trop longue, je me suis dit, il faut s'arrêter à quelques idées un peu fortes, qui sont grosso modo les idées évidentes, si on voulait bien s'y attarder, qui nous sauterait aux yeux, en fait, en réalité. Donc, par exemple, je parle du broyage des poussins mâles. Alors, c'est une longue histoire, mais en réalité, c'est évident qu'à partir du moment où on a des poulets de chair pour faire de la viande et des poulets spécialisés dans la ponte, les poulets mâles qui sont de la race de ceux qui font des œufs, on va les éliminer à la naissance, c'est évident. Mais pour ça, il faut se poser la question, et c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Et sur la question des animaux, à un moment, tous ces animaux, 3 millions d'animaux par jour, tous ces milliards d'animaux qu'on a sur Terre, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, est-ce qu'ils mangent vraiment que de l'herbe, ces animaux ? Et ils chient aussi, c'est des animaux et ils font des excréments. Et qu'est-ce qu'on fait de toute cette merde ? On a bien un imaginaire par rapport à ce qu'on fait de la merde humaine. Qu'est-ce qu'on fait de ces populations animales ? En Bretagne, je crois qu'il y a 6 à 10 animaux pour un habitant. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Cette merde, c'est du lisier. Ce lisier, c'est extrêmement polluant. Et effectivement, c'est quelque chose qui occupe les éleveurs de manière qui prend un temps absolument incalculable. Et si vous voulez bien regarder au-delà du petit troupeau de vaches mignons et que vous voulez regarder l'élevage de porc qui est derrière, que vous allez reconnaître avec son petit toit oblong et machin, vous verrez qu'il y a derrière des grandes fosses à lisier, en général à ciel ouvert, qui sont immenses et qui récupèrent la merde des cochons. Et quand il pleut, ça déborde. Et alors on nous vend effectivement, donc toujours pareil,
en ayant recours à cette image passéiste de oui, mais le fumier dans les fermes, ça sert à épandre pour les élevages. Ben non, parce qu'on a séparé les cultures et qu'aujourd'hui, on utilise des engrais pour les cultures céréalières dans la zones Beauce. où il y a des cultures céréalières. Dans la zone où il y a des cultures. Et dans les zones où il n'y a plus que des animaux, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, voilà, on se retrouve avec fabrique des du nitrate, des nitrates, donc des algues vertes. vertes. Et voilà. Et donc, en fait, de se dire... Toujours pareil, si on va au fait, on a un très très grand nombre d'animaux et tous ces animaux ils sont pas en extérieur, donc ils sont à l'intérieur, et ben si on a un très très grand nombre d'animaux, il y a des conséquences. Et il faut les voir. Encore une fois, on réfléchira après ce qu'on en fait, mais il faut juste accepter de voir ces faits-là et ces conséquences-là, quoi. Et alors si on revient sur l'alimentation des animaux, ça a un impact énorme sur la question du réchauffement climatique, évidemment. Et vous donnez un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est une vache laitière, en période de lactation, génère 400 grammes de méthane par jour, ce qui équivaut sur un an aux émissions de CO2 d'une voiture qui parcourt 20 000 km. C'est ça. Pareil, je me suis dit, on ne peut pas, pour le coup, c'est pas forcément lié pour le coup à l'élevage intensif, mais c'est lié quand même au nombre des animaux. Mais on ne peut pas ne pas aborder la question de l'impact climatique au sens purement des émanations de méthane, qui sont liées pour le coup aux animaux, au système digestif des ruminants, et qui a été évalué récemment par la Cour des comptes, qui est une vénérable institution, qui a fait une synthèse des publications scientifiques sur ce sujet. Et oui, l'élevage bovin est extrêmement émetteur de méthane, et oui, le méthane est extrêmement réchauffant. Donc pareil, il faut mettre ça dans l'équation de notre réflexion sur l'élevage intensif. Il faut réduire le cheptel. Ouais. Et il faut réduire le cheptel, ce que dit la Cour des comptes. Et là-dessus, nos ministres qui sont censés pourtant travailler pour l'intérêt général et l'intérêt collectif se sont évanouis d'horreur et ont conspué la Cour des comptes qui n'a fait que dire des faits, qui est que oui, ça a un impact évidemment premier sur le climat, quoi. On a l'impression aujourd'hui qu'on a une dynamique de consommation qui a tendance à avoir une érosion de la consommation de produits animaux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Non, c'est marrant parce que justement, je pense que c'est un des ravages du terme flexitarien. Si vous posez la question à tous vos copains ou à une assemblée familiale de base, tout le monde va vous dire, et d'ailleurs c'est les sondages qui le montrent, qu'on a diminué notre consommation de viande. On a l'impression qu'on a diminué notre consommation de viande. C'est un Français sur deux qui dit ça. Ouais. Et alors qu'en fait, en réalité... on a diminué la consommation des grosses pièces de boucherie. On se fait moins de gros poulets familiales, on se fait moins de grosses entrecôtes, on la cuisine moins déjà. Mais en réalité, déjà, on a une consommation de volailles qui est exponentielle et les volailles, c'est pas des légumes, contrairement à ce que les gens aiment à penser. La viande, c'est pas que de la viande rouge. La volaille, c'est de la viande. Et par ailleurs, les industriels ont surinvesti les plats préparés, tout prêts. Et ils sont maintenant, pour le coup, je crois que c'est 95% des plats préparés vendus en supermarché, qu'on va réchauffer chez soi, ou des sandwichs, ou des quiches, ou des machins, qui ont de la viande. Et dont a augmenté le plus les proportions de viande. Donc on a la sensation de moins manger de viande, mais en réalité, la consommation de viande, après avoir légèrement baissé dans les années 80, elle est en légère augmentation aujourd'hui, essentiellement à cause des plats préparés et de l'industrie, encore une fois, de l'offre en réalité, qui fait que pour le coup, si vous voulez un plat préparé, eh ben, vous n'aurez que des plats avec de la viande. On revient sur l'offre alimentaire, qui est de la viande cachée, finalement, parce que les gens ne donnent pas l'impression de manger plus de viande. Et au niveau international, qu'est-ce qui se passe au niveau international ? Et au niveau international, pour le coup, c'est l'explosion des pays dits en voie de développement, et notamment asiatiques. Mais ce qui est vachement intéressant quand je pense sur cette question, c'est qu'il va y avoir un discours très... ils se développent, donc ils ont eux aussi envie de manger de la viande. Et là, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur l'envie de manger de la viande des populations asiatiques. Et encore une fois, on des cultures qui, à la base, sont plutôt des cultures végétariennes, ou en tout cas où la viande n'est pas le cœur de l'assiette, mais en général plutôt une garniture. C'était plutôt le gras qui accompagnait des légumes, notamment au Vietnam, mais en général dans de nombreux pays asiatiques. Et on se rend compte en réalité que c'est un marché, c'est des premiers bassins humains, et que les multinationales occidentales, américaines ou européennes, sont vent debout pour investir ce marché. Et la France, qui nous parle quand même de nos enfants carencés qu'il faut nourrir dans les cantines, part dans les avions d'Emmanuel Macron en délégation complète pour aller ouvrir des marchés. Voilà, et c'est là où au moins on est honnête, mais bon, quand même, on est très très loin de nourrir la France et nos petites fermes familiales quand il s'agit d'aller vendre du matériel, des équipements, des semences. Même sur la viande de poulet, dont on dit qu'on est déficitaire, etc., je crois qu'il y a plus de 20% de la viande de poulet qui est exportée. On exporte. Au Moyen-Orient, on exporte des veaux, on exporte absolument partout, et surtout on essaye d'ouvrir des marchés. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans l'élevage vietnamien où j'avais passé plusieurs jours, c'est que vous regardez les mangeoires, vous regardez les palettes en plastique pour faire avancer les porcs, vous regardez les aliments, vous regardez les médicaments, tout est occidental.
C'est-à-dire que... Oui, le système de ventilation est allemand. Tout est exporté clé en main. Et même, d'ailleurs, c'est un peu déprimant, mais quand vous voyez, par exemple, l'Allemagne, alors je ne sais plus où ils en sont sur ces dernières années, mais il y a 3 ou 4 ans, ils avaient interdit les cages de mise bas. Il y avait eu un progrès sur les questions animales, où parfois ils sont un peu plus en avance qu'en France. Et vous vous rendez compte que du coup, les entreprises allemandes, elles ont commencé à exporter leurs cages de mise bas en Asie. Pardon, les cages de mise bas, c'est les cages de gestation où on enferme les truies quand elles donnent naissance aux porcelets. Et où en gros, ils ont essayé d'ouvrir des marchés en pagaille en Asie pour écouler... C'est ce qui s'est passé avec les cages pour les poules pondeuses ah oui, France, ça je ne savais pas. C'est vrai, on a envoyé en Afrique. Voilà. On développe pareil. Mais on va dire, non mais les Africains ont un désir de viande. Alors encore une fois, il peut y avoir effectivement un premier effet dans des populations qui ont souffert de la faim ou des populations qui vont vers le progrès. On peut avoir effectivement un désir, oui, évidemment, que la viande... sur la culture, sur les pays en Asie... Mais par contre, non, c'est pas spontané. Il y a une conjonction, il y a une organisation des entreprises américaines, par exemple, pour la Chine, pour l'ouverture de marché. JBS, le premier producteur de viande au monde, je crois, qui est brésilien, il signe des marchés en Chine, mais pour ouvrir des 60 points de vente par jour, quoi. C'est vraiment des quantités astronomiques. Donc quand on nous dit « Ah, mais c'est un désir de ces populations en voie de développement d'avoir accès au luxe occidental », non. Il y a vraiment des techniques agressives de vente très, très fortes. On pousse des cris d'orfraie devant ces immeubles à cochons ça en Chine, me tue toujours. C'est une image qui revient beaucoup dans les JT, où les gens sont toujours très choqués, genre oh, « Mon Dieu, oh là là, les Chinois, quelle horreur, quelle horreur !» Encore une fois, il n'y a rien qui ressemble plus à un élevage de porc qu'un autre élevage de porc, donc qu'ils soient empilés ou qu'ils soient mis sur une horizontale, c'est vraiment, il n'y a absolument aucune différence. Et puis surtout, c'est quand même nous qui vendons, nous occidentaux, qui vendons à la fois le modèle, avec les pubs, les récits autour de la viande merveilleuse, le luxe que représente la viande, etc., mais aussi concrètement les outils industriels. Un concept que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est le concept de biosécurité. Vous montrez à quel point ce terme-là, qui au départ, on pourrait dire, mais c'est quand même une bonne chose, au niveau des pandémies, la biosécurité, c'est très valorisé, on en entend souvent parler, va justifier en fait encore une industrialisation. Ouais. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on se dit, puisque l'éthologie avance, puisqu'il y a quand même des prises de conscience écologiques, puisque la question de la souffrance animale, elle est quand même plus présente dans les conversations, on se dit, on devrait progresser. Et en fait, non, il y a des forces contraires qui sont très très puissantes et il y a des éléments d'accélération de l'élevage intensif aujourd'hui en France qui sont extrêmement puissants. Il y a la question de la méthanisation, l'utilisation essentiellement de merde de vache, aussi de maïs, mais bref, de tout ça pour faire des énergies. Mais il y a aussi la question de la biosécurité qui est arrivée évidemment avec des pandémies de grippe aviaire, etc., mais aussi avec le Covid. Alors ça, on a trouvé ça absolument kiffant, cette idée-là, que la sécurité ne fonctionnait que par méthode de confinement, etc. Et tout d'un coup, la biosécurité, c'est devenu l'alpha et l'oméga de absolument tous les systèmes d'élevage du monde, comme étant le but sacré à atteindre. Donc, il faut enfermer plus les animaux. C'est très important, il faut enfermer les animaux pour qu'on ne tombe pas malade. Sauf qu'en réalité, et ça c'est Lucie Leclerc qui a beaucoup écrit dessus, que je cite, sauf que la première cause des pandémies sont les élevages industriels. En fait, on est avec des animaux qui sont enfermés et qui sont identiques génétiquement et qui sont dans des états de promiscuité et d'affaiblissement en général de leur système immunitaire très fort. Donc, une maladie, si on veut qu'elle se répande, c'est pareil pour les humains. Si on enferme tout le monde dans un endroit très fermé et que tous ces gens sont affaiblis, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Mais simplement, on a complètement inversé le système en disant non, la biosécurité, c'est que ces animaux complètement affaiblis et trucs, on va juste mettre 2, 3, 4 séries de murs pour être absolument certain que les maladies ne se transmettent pas. C'est évidemment complètement pareil, créer un problème pour continuer à accélérer dans le mauvais sens. Et effectivement, aujourd'hui en France, c'est un grand vecteur d'accélération de l'élevage intensif, puisque les quelques rares éleveurs qui s'orientaient vers le plein air, dans une démarche de transformation au moins, ils sont constamment ramenés à devoir réenfermer leurs bêtes pour cette question de biosécurité qui est devenue vraiment le Graal absolu. Donc c'est encore un renversement total de la responsabilité. C'est-à-dire que l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes des pandémies, c'est quand même justement... Alors qu'on sait très bien que c'est l'industrialisation de l'élevage qui est un gros facteur de pandémie.
Il y a un autre mouvement qui est en cours, ça j'en avais très peu conscience, j'ai vraiment appris dans le livre aussi, c'est face à ces crises géopolitiques, climatiques, il y a des nombreux groupes industriels qui essaient de sécuriser leur approvisionnement en matières premières et du coup qui sont en train de mettre la main sur les exploitations agricoles, sur les terres. Donc ça c'est un mouvement... Et on a l'impression que c'est même un peu la touche finale quoi, de ce mouvement d'expropriation des paysans, où on était effectivement sur des fermes familiales... vraiment dans les années, jusqu'à les années 45, etc. Et des rapports à la terre, des rapports humains à la propriété. On est en train de partir de plus en plus sur des sociétés financières qui acquièrent, grâce à une dérégulation progressive des statuts et des capacités d'achat en fait par des sociétés financières d'exploitation. Et on a de plus en plus d'exploitations qui sont tenues par des sociétés financières qui sécurisent effectivement en prévision des catastrophes climatiques qui arrivent et puis surtout pour sécuriser aussi les ressources et qui prennent de plus en plus de place dans les exploitations qui sont elles-mêmes de plus en plus grandes. Et donc on va arriver à des éleveurs qui ne seront plus des éleveurs, des paysans qui ne seront plus du tout, qui sont des ouvriers, qui sont des salariés de très grosses exploitations. On a des boîtes comme Tréa, on a des boîtes comme Chanel, on a des boîtes comme... Enfin vraiment des gros groupes industriels qui sont en train d'acheter de plus en plus de terrain. Et c'est l'association Terre de Liens qui a fait un rapport là-dessus qui est hyper éclairant et qui montre que ce n'est pas encore généralisé, mais en tout cas le mouvement il est vraiment dans ce sens-là. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est, encore une fois, il y a cette idée que on est en train de ralentir. On n'est pas du tout en train de ralentir. On est complètement en train d'accélérer. Il y a des projets d'agrandissement, d'exploitation, d'industrie, d'élevage, en ce moment, dans la Drôme, dans le Vexin, qui sont tout le temps, on a des propositions d'élevage de poulets à 1 million, on a des propositions d'élevage bovin. Perrin, dans la Drôme, voilà, c'est ça. Ouais, justement, où on dit non, mais les élevages bovins gigantesques, pour le coup, c'est l'Amérique. Ben non, là, pour le coup, on va vraiment arriver... viande engraissée. C'est ça, ouais. On est plutôt dans une accélération, parce qu'on élève les seuils, parce qu'on non plus que la moitié des évaluations d'impact environnemental qui étaient prévues, et parce que de plus en plus de gros groupes investissent là-dedans. Et on est plutôt, oui, dans un... Et des exploitations de plus en plus grandes, ça veut dire qu'en fait, le remords au moment, c'est pas une histoire ancienne. Ça, c'est complètement fou. Accéléré, ça, pour le coup, je l'ai découvert. Et par exemple, la destruction des haies, j'étais absolument certaine, puisqu'il y a beaucoup d'histoires... qu'on s'était arrêté. Oui, et puis il y a beaucoup d'histoires dans les écoles, il y a beaucoup de gens de très bonne volonté. D'ailleurs, vraiment, c'est cool, il n'y a aucun souci, au contraire, c'est chouette, mais on va faire planter des haies aux enfants, il y a beaucoup et puis on voit beaucoup de ça dans les journaux, donc on a l'impression on a compris quand même que dans les haies, il y avait des oiseaux, que c'était important pour le ruissellement, c'était important pour plein de choses. Et en réalité, je crois qu'on plante 1000 km de haies par an en France et on en perd 10 000. Donc en fait, non, le compte n'y est pas et on y perd 10 000 parce qu'on continue en fait d'agrandir les exploitations. C'est incroyable. C'est a priori 25 000 km de haies sont détruites chaque année depuis 2017. Oui, on accélère. Ouais. C'est incroyable. Le dernier moment de l'interview, ce serait pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi, la question du réveil, la question des solutions. Ouais. Donc avec L214, on a un objectif pour que la France, on va dire, se fixe un objectif, parce que c'est un objectif collectif. Hein, on ne peut pas faire bouger les choses juste par notre consommation ou en sensibilisant les consommateurs. C'est pas quelque chose qui ne peut pas fonctionner tout seul. En tout cas, on a un objectif très ambitieux de réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour la consommation française d'ici 2030, parce qu'il y a une urgence, hein, clairement. Est-ce que cet objectif est souhaitable? Bon, j'imagine que la réponse n'est pas trop difficile, mais sous quelles conditions on peut faire ça? Dans quelles bonnes conditions on pourrait obtenir ces résultats-là? C'est difficile parce que pour le coup, effectivement, ça pose la question des consommateurs, ça pose la question de la structure des élevages français. Enfin, cela dit, la Cour des comptes, elle a demandé cette réduction des cheptels. Le problème, c'est que comme on est en train d'accélérer, c'est difficile de se dire qu'on va pouvoir diminuer de moitié, quoi. C'est-à-dire la trajectoire, elle n'est pas bonne. Voilà, la trajectoire, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que moi, je me disais, au moins, quand on prend les Greenpeace, par exemple, dit qu'il faut des moratoires. Il faut vraiment, là, déjà, si on pouvait juste faire une pause, quoi. Si on pouvait juste dire, si on pouvait arrêter d'accélérer, déjà, ça serait super. Mais sinon, oui, moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut vraiment comprendre cette idée de quantité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Français comprennent qu'à partir du moment où ils veulent manger des produits animaux tous les jours, des produits laitiers le midi, la viande, les produits laitiers le matin, au petit déjeuner,
déjeuner, de la viande le midi et un apéro au saucisson le soir, cette viande-là sera produite en usine. Donc il faut réduire les quantités de viande consommée et dans des dimensions massives. En fait, c'est un peu la même question pour la fast fashion. En fait, si vous voulez vous acheter 30 fringues par an, elle sera produite dans des usines. Ce ne sera pas des petits artisans français qui vous feront du lin et qui vous feront des petites... C'est pas vrai, en fait. Elle sera produite par des enfants en Asie. Et si vous voulez acheter beaucoup, ça sera des systèmes industriels. Donc effectivement, il faut fixer des objectifs, que ce soit personnel ou à l'échelle plus globale. Mais il faut vraiment se dire qu'il y a effectivement des questions de quantité, vraiment de manière massive de réduction des quantités. Quoi. On voit quand même s'il y a une volonté politique, comme on l'a vu au moment d'Edgar Pisani, etc., on peut oui, on pourrait rêver Alors, on ne veut pas le faire de façon aussi violente que ce qui s'est passé, il faut un accompagnement, mais on sait que, par exemple, la moitié des agriculteurs seront à la retraite d'ici 2030. On sait qu'il y a la question de cette, justement, de vouloir produire la souveraineté alimentaire. Donc, à un moment donné, si on veut faire la souveraineté alimentaire et de façon assez propre, on va être obligé de réduire notre consommation. Ouais. Donc, on a la question des subventions aussi, qui est quand même un levier en fait, énorme. C'est à tous les niveaux, c'est-à-dire plusieurs milliards de subventions chaque année. Ça doit être... normalement, on devrait... le gouvernement, s'il voulait travailler dans justement l'intérêt collectif, donc à la fois des questions environnementales, des questions d'élevage, etc., devrait flécher ces aides qui sont absolument massives, parce que si la Cour des comptes s'intéresse à la question de l'élevage bovin notamment, c'est parce que c'est un secteur qui est extrêmement subventionné. En plus, après, il y a la question de la PAC, etc., mais je veux dire, c'est des secteurs qui vivent grâce aux aides publiques, donc il faudrait reflécher ces aides publiques vers des systèmes plus durables, tout simplement, et puis plus éthiques, et puis plus... mais déjà, effectivement, tenables. Il y a une volonté publique, il y a des leviers. Il y a évidemment les moyens de faire quelque chose. Et puis après, il y a tellement de leviers. En réalité, encore une fois, on parlait, il y a les cantines scolaires, il y a la restauration collective, il y a l'offre dans les supermarchés, il y a la publicité qui est quand même extrêmement problématique. En réalité, il y a des leviers pour agir à tous les niveaux. Et effectivement, il y a aussi l'opinion publique, si on pouvait bien, encore une fois, juste se concentrer sur les faits. Mais tout ça, effectivement, c'est des politiques publiques, quoi. Ouais. Parce que si sur les plats préparés, on réussit à faire manger de la viande un peu, cachée en réalité. Oui, on peut faire l'inverse aussi. Oui, totalement. Diminuer en tout cas la part des produits animaux. Mais effectivement, la question à un moment de l'action publique, elle est première, puisque effectivement, les gestes individuels ne suffiront pas. Ils sont nécessaires pour des questions pédagogiques, éthiques, de cohérence avec ses propres choix et puis de pédagogie aussi. Mais par contre, non, c'est évident qu'à un moment, ça ne passera que par l'action collective. Donc la route est longue, mais il y a des solutions, il y a des passages. Mais oui, et puis surtout, c'est ce qui m'avait vraiment frappé. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui le disait à pendant le documentaire de l'usine des animaux, c'est que c'est un système récent. C'est pas comme si on a l'impression parfois qu'on parle comme si on disait oui, mais ça fait 1000 ans qu'on fait ça, on a toujours fait ça et on peut pas en sortir. Et l'être humain. Et en fait, c'est un système qui a moins de 2 générations. Donc on l'a fait en 2 générations. On pourrait quand même le résoudre assez vite en réalité. Et vous laissez la parole à Boris Cyrulnik pour terminer. Oui, parce que après, c'était pour se dire, à l'échelle juste personnelle, même si ce n'est pas le même sujet que la question du déni et si ce n'est certainement pas suffisant, mais en réalité, notre premier déni, c'est quand même celui de notre relation avec les animaux. En fait. C'est que pour le coup, il y a vraiment un truc qui est au-delà de la question de la viande, au-delà de la question de notre système agricole, au-delà de la question de notre système paysan et de notre histoire nationale. Il y a juste la question de la relation aux animaux. On se ment et on le sait pertinemment. Et donc, c'était de donner la parole à Boris Cyrulnik qui met beaucoup d'espoir dans l'idée que si on se reconnecte aux animaux et que si on leur reconnaît une possibilité, une existence morale, en fait, on pourra plus se permettre de leur faire ce qu'on leur fait subir aujourd'hui à grande échelle. Je ne sais pas si c'est très efficace en stratégie, mais je sais qu'en réalité, oui, c'est sans doute le premier de tous nos dénis. Il est dans la relation avec l'animal et dans le refus de considérer que ce sont des êtres vivants et sensibles qui ont autant le droit de vivre que nous. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir là-dessus, même si c'est peut-être un message moins politique et moins systémique et de déconstruction d'un récit social qui est faux et sur lequel il faut travailler. Mais je me suis dit quand même, à un moment, il va falloir quand même aussi interroger tout simplement cette relation-là aussi, quoi. Je trouve que c'est une très très belle conclusion. Caroline Dussin, merci. Merci à vous.